Et nous sommes le 22 février à Paris, il est 19h, bienvenue dans Tunnel. Cette semaine, j'ai adoré mettre sur la table, enfin sur Instagram en tout cas, un sujet absolument brûlant. La faculté des rues de nos villes à être constamment recouverte de l'urine d'hommes qui n'hésitent pas à faire sortir le petit oiseau pour se soulager en pleine rue et en plein jour, comme s'il n'existait ni les toilettes publiques, ni celles des cafés, ni la décence, ni la propreté. Je pensais que c'était assez élémentaire, mais manifestement pas pour Instagram où on m'a dit pêle-mêle que les femmes aussi faisaient pipi en sortant de boîte de nuit, donc vraiment on est totalement dans le sujet. Que les femmes montraient leur corps sur TikTok, donc n'avaient rien à dire. Alors on se demande juste qui paie, encore une fois, pas pour TikTok pardon, mais pour OnlyFans. Et enfin on m'a aussi dit dans les commentaires où encore une fois je disais juste que les hommes devaient arrêter de pisser dans la rue, que les hommes avaient des plus hauts taux de suicide. Voilà, donc j'ai toujours pas compris le rapport, mais on rappelle au passage que l'interdiction faite aux hommes d'avoir des émotions et éventuellement de les traiter, notamment chez le psy, c'est aussi la faute du patriarcat contre lequel nous devrions tous lutter. Je pensais pas que ça allait faire réagir ainsi, mais apparemment nous sommes entourés de plus de gueux du Moyen-Âge que nous le pensons. J'ai détesté cette semaine entendre une femme expliquer hier au micro de RTL en matinale, histoire de bien commencer la journée, que n'en déplaise aux féministes. Alors cette phrase, elle revient vraiment souvent. Pourquoi vous aimez autant pourfendre le féminisme ? On ne sait pas trop, parce qu'on n'a toujours pas réussi quand même à avoir l'égalité. Donc c'est toujours pas subversif de tailler les féministes. Donc cette femme est venue en radio de Bon Matin à expliquer que malgré ce que disaient les féministes, parfois quand une femme dit non, c'est pour dire oui. Pourquoi toujours ainsi mettre des buts contre son camp ? Ma belle, t'as le droit à absolument toutes les mises en scène sexuelles que tu veux. Et nous ne jugeons aucun fantasme, même si les tiens vont jusqu'au viol, manifestement. Mais on n'est pas toujours obligé de tout raconter. Tu crois pas ? Bref, j'ai écouté en boucle Vivaldi car ça m'aide à calmer mes nerfs mis à rude épreuve plus d'une fois cette semaine sur tous les plans. Et j'ai découvert, toujours sur cette même colère, pas mal d'enseignements philosophiques. Et ça tombe bien, je vais vous en faire part ce soir, quitte à vous tunnel pendant 2 heures. Donc, pendant cette émission, nous allons donc parler de la colère, de ses manifestations, de ses vertus aussi, de comment elle s'étend, de comment elle explose, de comment elle se canalise et de ce qu'elle peut même apporter d'ailleurs à la société. Donc ce soir, vous pouvez nous écouter si vous le souhaitez avec une bonne tisane de CBD. Et autour de moi ce soir, Enya. Enya Varou, tu es réalisatrice, scénariste et comédienne. Tu as pu collaborer à nombreux projets sur Internet, notamment le Studio Bagel sur YouTube, télé, notamment sur M6, mais aussi cinéma, comme en 2022 dans le film Le Visiteur du Futur, où tu occupes le rôle principal. Après plusieurs cours, tu prépares actuellement ton premier long métrage, On ira, et ton hilarante série Fleur bleue est en cours de diffusion. Est-ce que tu peux nous en parler ? Écoute, avec plaisir. Fleur bleue, c'est un programme court de 10 sketchs de 2 minutes 30, donc c'est très court, qui raconte un peu les aventures de Fleur et ses coups d'un soir foireux. Donc c'est toujours au même endroit, c'est dans la chambre de Fleur. On a des guests différents à chaque épisode et à chaque fois, on essaye de traiter un sujet de société qui nous tenait à cœur. Donc ça va du féminisme à la politique, à le consentement. On a fait un sketch un peu là-dessus. On essaye de rire avec des sujets qui sont un peu tabous et qui nous interpellent. Et voilà. Autour de moi également, Océane. Océane, tu es chanteuse R&B. Tu as déjà 3 projets à ton actif et surtout un album à venir. Tu t'es fait connaître via un featuring avec Taïk. Je sais jamais si je prononce bien, c'est Taïk ou Taïki ? Comme tu veux, je crois que On la est question d'accord, elle il y se a pose plusieurs, souvent, mais je crois que c'est les deux. Hein. Alors, avec Taïk et des premières scènes à ses côtés, tu as également collaboré avec Dadju, donc rien que ça. Dans la continuité des icônes R&B qui t'influencent, tu parles beaucoup d'amour. Ça te semble un sujet toujours riche à explorer ? Bien sûr, c'est un sentiment qui est universel, auquel tout le monde peut, je pense, se raccrocher. Donc du coup, pour moi, c'est évident de parler de l'amour. Merci beaucoup. Et enfin, à mes côtés, Sean, tu es rappeur, chanteur. Après 4 EP au fil des années, moult péripéties autour de ces projets, notamment un cambriolage, des réflexions notamment politiques et 1 an et demi de silence et de retrait, tu reviens avec une nouvelle mixtape très bientôt. Pourquoi cette absence ? Le temps de grandir, de prendre du temps aussi pour moi et de savoir vraiment où je voulais aller aussi en termes de musique.
Et tu vas nous en dire plus sur ce prochain projet, peut-être. Mais tu nous interpréteras en tout cas un des titres issus de cette mixtape ce soir. Tout comme Océane qui va aussi nous faire un titre en fin d'émission. Une soirée tout en musique, donc pour apaiser un peu la colère dont nous parlerons beaucoup ce soir. Et on va ouvrir cette émission sur un petit live, donc un live de Sean. Sean, quelle musique t'as choisi de nous interpréter ce soir ? C'est Les Crocodiles. Et du coup, c'est en exclusivité déjà, sur Move. C'est une chanson sur mes grands-parents. C'est une chanson très introspective. C'est un truc que j'ai pas trop fait. Voilà. Donc une nouveauté. Bah écoute, on est très honorés d'avoir cette exclu sur Move. Yes. C'est Sean, Les Crocodiles. Mon grand-père habitait une petite caravane avec ma grand-mère. Ma grand-mère était belle comme le jour à l'époque, elle est toujours. Petit, j'étais persuadé qu'elle deviendrait centenaire et cuisinait avec la robe à l'envers pour pas se tacher avec la sauce qu'elle venait de faire. Mon papy était plutôt light sur ces choses-là, mais éclairé sur d'autres, surtout par la télé, toujours allumé, qui chantait ces mêmes notes fausses à longueur de journée. Il aimait inventer des histoires qu'il nous racontait le soir avec mes sœurs, assis sur sa longue chaise où quand il se levait, je pouvais lire le bud écrit à l'intérieur. Donc en vrai, je le lisais jamais, vu qu'il se levait jamais, que je pouvais l'écouter pendant des heures. Je me rappellerai toujours l'odeur des boulettes de mamie, mon grand-père qui gueule, même si tout le monde savait qu'il n'y avait pas plus gentil. C'était un petit paradis qui donnait sur un fleuve, l'eau coulait une vitesse qu'on aurait mis une brique, le courant l'aurait fait nager. Il y avait même un petit chemin caché où j'allais me cacher, juste pour me cacher. J'avais perdu une seule chose, c'était les crocodiles qui nageaient quand il était pas là. Les mêmes que dans son histoire dans l'Indiana, alors qu'il est jamais allé dans l'Indiana. Il avait un très beau Vespa, un 125, des fois on montait dessus, moi, ma soeur Lou et mon autre Clara. Le lendemain je pêchais avec lui, en espérant revoir ces crocodiles. Il me racontait qu'ils étaient trois, que l'un d'eux avait l'œil crevé par papa, donc je me baignais pas. Si tu vois pas de vipères, c'est qu'ils sont tout près. Sinon c'est moi qui les fais partir, pour toi, pour que tu te baignes dans la rivière où je suis parti. Non, ne les inquiète pas, les crocodiles veilleront sur toi. Non, ne les approche pas, c'est moi qui veillerai sur toi. Couché. Et tout de suite, avec mes invités, donc, que je vous ai présentés, Enya Barou, Océane et Sean, on va discuter donc, de cette notion de colère. Et tout d'abord, je vais commencer par une question peut-être assez personnelle, mais en tout cas, je pense que c'est rassembleur parce que tout le monde a déjà expérimenté ce sentiment. Qu'est-ce qui vous met en colère ? Ouah, tellement de choses. Mais vas-y, Je sais pas. tu peux nous faire une liste. Les gens qui marchent lentement dans la rue, devant toi, tu vois ça, T'es c'est... parisienne d'origine ? Non, je suis Non. normande. Donc en Normandie, il y a de l'espace, il y a des... Moi, j'ai pas beaucoup grandi en Normandie, mais ça fait longtemps que je suis à Paris. Donc ouais, ça va des petites choses comme les gens qui marchent très lentement dans la rue, à les inégalités, le sexisme, le patriarcat, les gens qui t'insultent sur les réseaux sociaux, tout ça, quoi. Ça te procure la même colère ? Non, je pense qu'il y a des colères plus du quotidien, comme je te dis, tu vois. Les gens qui marchent lentement, c'est plus de l'irritation. Il y a un truc, tu vois, très direct. Et après, il y a des colères plus construites, quoi. Des colères plus... qui sont plus des choses qui bousculent en toi, des envies de changer les choses. Et ça, c'est des colères plutôt saines, je trouve. Plutôt moteurs. Océane, toi, qu'est-ce qui peut te mettre en colère au quotidien ? Waouh. Alors, je te rejoins sur le fait que les gens qui marchent trop lentement devant toi. Alors Ça rend fou, ouais. Et non, unanime, je crois. non, ça c'est unanime. Et à l'inverse, les gens qui sont trop speed, quand toi, t'as décidé d'être en détente, Je te jure. dans tous les cas, on est fâchés, je crois. Ouais. Dans tous les cas, ça ne passe pas. Écoute, non, je pense que il y a beaucoup de choses que je partage dans ce que tu as dit. Ouais, là, sur deux têtes comme ça, là, j'arriverai pas à te faire une liste bien construite, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qu'elle a évoquées qui me parlent. Mais les gens qui marchent lentement dans la rue, Voilà. quelque chose. Est-ce qu'il y a des choses en particulier qui te viennent, qui peuvent vraiment t'énerver ? Moi, ce serait plus une liste de noms, tu vois, genre Cyril Hanouna.
Ouais, des gens comme ça. Gabriel Attal. Qu'est-ce qui te met en colère chez ces personnes-là? Cyril Hanouna, c'est son émission, c'est tout ce qui dégage ce truc un peu trop sûr de lui. Le fait qu'il travaille impunément aussi pour Vincent Bolloré, sachant que voilà, c'est tout ce qui est Vincent Bolloré. Je sais pas, il y a plein de trucs qui m'énervent, hein. Mais en tout cas, en premier lieu, il y a une liste de noms qui me pop direct en tête comme ça. Et c'est des personnes... Enfin, là, le point commun entre les deux personnes en plus que tu as citées, c'est quand même le pouvoir. Aussi. Ouais, c'est souvent des gens au pouvoir et qui ne le méritent pas forcément, quoi. Et c'est quoi, du coup, c'est en lien à une certaine forme d'injustice ou c'est par rapport aussi à l'impuissance que tu peux ressentir face aux actions de ces gens? Non, je trouve juste que c'est des cons, tu sais. C'est tout. Ouais, ça me semble une bonne réponse. Il y a des personnes aussi qui vous énervent, en les citant ou pas, mais des types de personnes et des... Ouais, après moi c'est plus des avis ou des avis très tranchés ou des gens pas très ouverts d'esprit. J'ai pas de nom en tête, tu vois, mais je pense à des j'en sais rien, tu te retrouves à un dîner à débattre avec des gens que tu connais pas et d'un coup t'as un gars qui est vraiment à l'opposé de toutes tes idées. Et alors franchement les gens à l'opposé de tes idées, c'est pas très grave, c'est cool de pouvoir débattre si c'est réfléchi, s'il y a de l'argument. Après t'as des gens très fermés d'esprit qui ont juste décidé que voilà que les homosexuels c'était pas bien, que le mariage pour tous c'était non, que le féminisme bon ça suffit, tu vois, et ça c'est genre, je me retrouve pas tous les samedis à des dîners comme ça. Je comprends bien. Bizarre, tes dîners. Vous voulez venir? Non, mais ça arrive, tu vois. Parfois, tu te retrouves embarqué dans des trucs et tu vois tout de suite, t'as un gars, ou souvent c'est un gars, malheureusement. Même non, d'ailleurs, c'est faux ce que je dis, parce que je suis déjà tombée sur des femmes qui avaient des points de vue très, Les très... femmes, elles aiment bien aussi en ce moment dire qu'elles sont pas féministes. C'est un peu qu'elles les sont pires, pas- ouais, oui. dans ce Très sujet-là. énervant. Les femmes qui tiennent des propos comme ça, très sexistes, et puis très... non, mais ça va, moi j'adore les hommes. C'est lourd, Oui. en fait. On est, oui, ben, Je moi suis pas aussi, comme vous. j'ai des amis hommes. Mon C'est père ça. est un homme, je l'aime beaucoup. Enfin, bon, voilà. Donc ça peut vraiment m'énerver. C'est très dur, je trouve, de débattre avec ces gens-là. Et souvent, je clôt le débat parce qu'en fait, j'ai l'impression que s'il n'y a pas d'argument derrière, si c'est vraiment juste un peu de l'ignorance, on va pas aller loin et c'est un peu une perte d'énergie. Donc, voilà. Il y a une phrase qui pourrait te faire quitter un dîner, par exemple. Oui, il y a plein de phrases qui pourraient me faire quitter un dîner, ouais. Ouais. Genre, j'ai pas d'exemple, mais genre, si, qu'est-ce que je pourrais t'inventer comme Imagine phrase? s'il y a un mec qui parle du body count à table. Ah là là, putain. Non, mais ça, c'est un peu. Ouais. Je prends ce sujet pour les personnes qui connaîtraient pas cette notion. C'est quelque chose dont on parle beaucoup actuellement sur Internet. Alors, il y a toujours eu des discussions là-dessus, mais actuellement, il y a des personnes qui prennent plaisir à mettre ça sur le devant de la scène. Et en fait, ce serait l'idée que le nombre de partenaires sexuels qu'a pu avoir une personne, notamment quand la personne est une femme, est quelque chose qui est important et qui est déterminant pour la suite de sa vie sentimentale / sexuelle. Et que donc, les femmes qui auraient eu beaucoup, alors il faut définir beaucoup aussi, mais deux partenaires sexuels auraient moins de valeur que celles qui se seraient préservées. Alors moi j'ai Non, découvert non. ce terme avec Fleur Bleue, mon programme, parce que vraiment je ne connaissais pas ce terme. Et en fait comme le concept c'est une nana qui se tape des mecs et qui a des Oui, à chaque expériences, épisode, tu tapes un nouveau mec en voilà, plus. donc, exactement, mais à chaque fois c'est soit juste avant, soit juste après. Il y a un problème qui fait que voilà, elle s'engueule ou en tout cas il y a un conflit ou une gêne avec cette personne. Et en fait, j'ai commencé à avoir des commentaires genre waouh, au bout du 4e épisode, mais on en est où du body count de Fleur et tout. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc je parle anglais donc j'ai compris, mais je trouvais ça dingue en fait que les gens utilisent ce terme c'est un langage courant quoi. Et voilà, donc la majorité des gens qui commentent, ce sont des mecs voilà, un peu frustrés, je pense. Mais donc il y a cette notion voilà, de combien de mecs Fleur a pu se taper, et du coup, c'est pas une femme bien parce qu'elle s'est tapé beaucoup d'hommes. Ça me met en colère un peu. Océane, je t'ai vu réagir aussi. C'est quelque chose que tu as vu passer sur les réseaux. Oh, on est fatigué. Nous soufflâmes. Non, moi je trouve que c'est quelque chose qui est de l'ordre du privé. Enfin, je veux dire, c'est pas un sujet de discussion à avoir. À partir du moment où un homme te demande quel est ton body count et c'est ça qui va déterminer si t'es une bonne ou une mauvaise personne, je trouve ça en fait hallucinant. C'était déjà arrivé d'avoir Hallucinant. des discussions avec des mecs un peu tendus sur ce sujet? Non, généralement j'évite. Ouais. J'évite. J'aime bien avoir des débats constructifs, mais je sélectionne les personnes avec qui je peux avoir ce genre de débat-là. Quand je sais que la personne qui est en face de moi, elle est très fermée d'esprit, j'estime que c'est une perte de temps et une très grosse perte d'énergie que j'ai pas envie de donner à n'importe qui, tout simplement. Et du coup, là, on parle de choses qui ont l'air un petit peu de vous révolter. Est-ce que pour vous, la révolte et la colère, c'est la même chose? Vous voyez une nuance quand même entre les deux? Est-ce qu'on peut être en colère sans se révolter? Est-ce qu'on peut se révolter sans être en colère? Je pense que les deux sont liés quand même, un Mhm. petit peu.
Ouais, moi je pense qu'on peut être. Je pense que c'est difficile d'être révolté sans être en colère. Par contre, je pense qu'on peut être en colère sans être révolté. Je pense qu'il y a des colères vraiment inutiles qui sont de l'ordre de la violence ou de l'agressivité, qui sont pas constructives, qui sont pas des colères réfléchies. Je parle de quelqu'un qui se met en colère. Ouais, vraiment de la colère la plus primaire que j'imagine, quoi. Tu t'engueules avec quelqu'un et tu te mets à taper sur la table et à péter un plomb. Ça, c'est une colère qui, pour moi, qui est ni une révolte ni une colère constructive. Après, je pense que voilà, la colère bien pensée et bien réfléchie est un moteur et une révolte qui peut mener à de belles choses. Et quand on a autant de raisons d'indignation, je reviens, Sean, sur les personnes que tu as citées, c'est des personnes qui font partie de nos vies quotidiennes, en fait, au final, puisqu'il y a une des personnes même quand on ne regarde pas son émission, on voit les extraits tout le temps et tout le monde réagit à ça, etc. Et l'autre personne est Premier ministre, donc on entend pas mal parler aussi. Du coup, on manque jamais de raison d'être indigné. Je veux dire, même si on décide de suivre les actualités, qu'elles soient internationales ou nationales, on peut être indigné, en fait, absolument tout le temps, et à juste titre. Mais comment on fait, du coup, pour ne pas se laisser bouffer par la colère ? On trouve des échappatoires, hein. La musique est faite pour ça, d'ailleurs, en vrai. Tout le cinéma, enfin, le fait de se perdre un peu aussi dans notre... Dans d'autres réalités, ouais, finalement. dans d'autres réalités, exactement. Et ouais, je sais pas. Est-ce que toi, par exemple, par rapport aux thématiques ou aux personnes qui te mettent en colère, tu vas essayer de multiplier les informations ou justement tu dis en fait, j'ai même pas envie d'en entendre parler, je mets ça à distance? Ouais, en vrai, moi, je suis pas un mec qui m'énerve de ouf. Genre, je laisse couler, tu sais, même les gens qui parlent mal, je laisse couler. Je suis un mec peace, même si même s'il y a de la colère au fond, tu vois, j'essaie de... Toi, quand les gens ils d'être marchent chill lentement, avec tu les t'agaces gens. pas comme les filles. Non, je les contourne, je les contourne. En vrai, je suis un mec qui marche lentement. Merde. Il y a des teams. Heureusement que vous n'êtes pas croisés dans les couloirs de Radio France, là, parce que... Non, mais je te rejoins sur un truc, c'est que je pense qu'il y a dans l'art, il y a une forme c'est un catalyseur, en fait. Il y a une forme de... Tu transformes ta colère en quelque chose, et ça, c'est là que ça devient cool. C'est de faire un son sur quelque chose qui t'a indigné, ou de faire... nous, on a pensé un programme en se disant, le programme, il est clairement un peu féministe. On y met clairement des idées dedans et des personnages qu'on déteste, et ça nous fait rire. Et voilà, et je pense que c'est une manière d'être en colère, mais qui est constructive, quoi. Mais il y a un épisode qui est hilarant de Fleur Bleue, c'est ton personnage se réveille à côté d'un mec et il dit ouais, je vais à un meeting cet après-midi, et t'es là, mais quoi, t'as une réunion, pourquoi tu dis meeting? Il dit non, il dit quoi? Un meeting pour les gens qui... Pour une France un peu plus comme nous. Ah ouais, voilà, c'est ça. Et je comprends que c'est donc un facho avec qui je viens de passer la nuit. Ouais, c'est terrible. Ça, c'est vraiment mon cauchemar. Genre, C'est arrivé à une pote à moi, elle s'est rendue compte que le mec il votait Zemmour. Ça, c'est très compliqué. Ouais, c'est chaud. C'est très compliqué. Ouais, non, franchement... Ouais, non, c'est pas ouf comme situation. Genre, au matin, je crois que... Elle va me tuer, par contre. C'est trop tard. Mais je crois qu'il y a un bail, genre, au matin, c'était pendant la période présidentielle, et au matin, en fait, il commence à parler, et genre, il commence à lâcher des blagues et tout. Il fait, mais attends, mais c'est bizarre tes blagues et tout, nanana. Puis ça commence un peu, le ton commence un peu à s'échauffer, et de fil en aiguille, il lui dit, mais de toute façon, nanana, c'est bon, pourquoi tu fais ta gaucho et tout. Et elle capte qu'il a voté Zemmour. Aïe. Oui, parce Le qu'à la cauchemar. limite, tu tombes sur un mec de droite et t'es de gauche, ou l'inverse, tu vois. Je veux dire, non mais c'est relou. Non mais de toute façon, c'est toujours relou de se retrouver dans un lit avec quelqu'un qui est a priori à l'opposé de certaines de tes valeurs, ou voilà. Mais là, on parle des extrêmes. C'est-à-dire que vraiment, t'es une meuf de gauche et tu te retrouves avec un mec qui voterait Marine Le Pen ou Éric Zemmour, c'est son prénom, Éric. C'est l'enfer. Ouais. C'est vraiment l'enfer. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Et surtout, comment je m'en suis pas rendu compte? Parce que ça veut dire que t'as quand même un très mauvais radar, en fait. Imagine sa bibliothèque. La bibliothèque interdite. Non, mais t'imagines les dates, où est-ce qu'il t'aurait emmené? C'est quoi le film qui t'aurait emmené voir au cinéma, tu vois? Ah ouais, les films sur Napoléon. et Ouais, parce que Napoléon, Waouh. c'est sûr. Mais comme tout le monde y va, tu te poses pas de questions. Tu te dis, quand même, c'est Ridley Scott. tout. Ouais, mais c'est relou, non, comme type de film, je trouve. En vrai. Toi qui es un peu dans le ciné. Franchement, moi, non, je suis allée voir Napoléon parce que c'est Ridley Scott et que c'est un gros film à gros budget avec un milliard d'effets spéciaux et que j'avais envie de voir ce que c'était et que voilà. Après, j'y suis pas allée en me disant, est-ce que. Enfin, tu vois, c'est presque je m'en fous de Napoléon, quoi. J'ai envie de voir ce truc grand public. Moi, il se trouve que le film était vraiment pas bien. Et voilà, c'est tout le résumé de cette phrase, c'est que le film était vraiment pas bien. C'est encore mieux, je trouve, comme critique. Ouais. T'arrives, toi, à compartimenter via l'art, comme le disait Sean, justement, Océane? Ouais, c'est mon échappatoire. Je suis quelqu'un qui renferme beaucoup ses émotions.
ce qui est d'ailleurs très bizarre parce que je mets tout dans ma musique au final. J'essaie de compartimenter un petit peu, mais j'ai ce problème aussi de de tout garder à l'intérieur de moi et de ressortir. Il suffit d'un petit truc en fait pour me faire exploser et puis dès que j'explose, c'est pas tout joli. Mais on va en discuter justement de comment vous manifestez votre colère. Et nous discutons ce soir de la colère. Bienvenue si vous nous rejoignez. J'espère que vos nerfs n'ont pas été mis à trop rude épreuve aujourd'hui. En tout cas, ce soir, moi, avec Sean, Océane et Enya Barou, nous parlons de la colère. Et vous, du coup, comment vous vous énervez ? Vous êtes plutôt team explosion, team passivité-agressivité, vous savez, les gens qui parlent les dents serrées, tu sais que tu vas te faire mêler à la fin, ou plutôt tout calme à toute épreuve ? Moi, je suis plus team Océane. Genre, je prends, et il suffit d'un petit truc pour que, je déraille, tu vois. Donc, il y a un côté imprévisible. Ouais, mais ça arrive pas souvent. Mais quand ça arrive, c'est... Et tu redoutes, du coup, ta propre colère ou c'est jamais Ouais, arrivé en vrai, Ouais. Ouais, de ouf. Parce que je peux être énervé pour d'autres trucs et du coup, un petit truc qui va me chatouiller, Bien sûr. je vais péter un plomb pour un truc sans trop de gravité, tu vois. Et t'as déjà eu peur de ta propre colère ? Genre, tu sais, tu te reconnais pas, t'es carrément... t'es dans un état ça m'est déjà second, arrivé, quoi. en vrai. Ça m'est jamais arrivé ça encore. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai un peu peur. Ça va peut-être arriver, quoi. Oui, j'espère pas. Parce que c'est agaçant, parfois, d'être en colère, t'es en mode, tu sais même pas quoi faire de tout ce seum, tu vois. Mais en t'es là, plus, genre, ouais, c'est vraiment ce truc où des fois même, je suis tellement énervée que j'ai du mal à parler. En fait, c'est même pas un truc où je peux crier à gorge ouverte et puis je sais pas moi, me défouler sur quelque chose. C'est vraiment, tout est à l'intérieur et c'est ça qui est hyper nocif, je trouve. bien sûr. De ouf. Et ouais, tout interne. Enfin, tu sais, t'es là, t'es comme ça et t'arrives pas à parler. Limite, je marche comme ça, puis je mets un casque et puis j'écoute la musique et Tu puis chantes. je chante et voilà. c'est À tout. plein poumon. Ouais, à plein poumon. Mais parce qu'il peut aussi avoir un truc sur les émotions négatives quand on essaie de les refouler. Ça veut dire que, de toute façon, une émotion, elle passe par toi, il faut bien qu'elle ressorte un moment. Mais si tu Complètement. choisis qu'elle ne ressorte pas, c'est aussi que quelque part tu la digères et que ton corps, il en prend toute la portée. En fait, tu le gardes, donc c'est pas bon. Non. Comme garder un truc périmé, tu vois. Dans ton ventre. Toi, Enya, au niveau de la colère, t'es plutôt explosive ou, Moi, je suis team très prévisible, c'est-à-dire, vous savez, les gens qui n'arrivent pas à tenir une conversation sans pleurer quand ils s'énervent. Horrible. Je suis pareil. C'est terrible. Donc en fait, moi, quand je m'énerve, d'abord, je suis très très premier degré. J'essaie de vraiment de faire peur et puis après, je suis là. Et c'est vraiment ridicule. Et c'est bien, au moins Donc, tu le sors. Exactement, mais Ça du coup, sort c'est direct. chiant parce que tu te décrédibilises vachement en débat parfois où il y a vraiment des trucs qui me tiennent à cœur. Ouais, bien sûr. Et c'est même pas des trucs personnels, tu vois, c'est vraiment même des débats de société et tout, où je vais être hyper investie dedans et d'un coup, je sens que j'ai les larmes qui montent et je suis là genre, oh non, pas ça. Et voilà, et souvent les gens se disent, bah c'est une femme, elle pleure, elle est hystérique, bah, on l'écoute pas, tant pis. Et comment est-ce que vous arrivez du coup à ce que la colère ne se trompe pas de cible ? Parce que typiquement dans le cas des personnes qui s'énervent en explosant, parfois il suffit d'un petit truc et en fait c'est même pas la personne qui nous a énervés initialement, c'est juste c'est la ça. personne qui fait la goutte d'eau et elle prend tout. Comment tu fais pour pas te tromper de cible ? Et est-ce que tu y arrives en fait ? Bah, comme je t'ai dit, ça m'arrive pas souvent, donc je me trompe pas de cible. Enfin, je me trompe pas vraiment de cible. Je suis un très bon tireur. Mais non, en vrai, j'essaye de pas m'énerver sur les gens qui ne le méritent pas. Et comment on fait pour rester bon quand le monde entier autour est mauvais en fait ? C'est très pessimiste comme. Bah non, mais on reparlait justement des personnes qui peuvent être des personnes publiques de premier plan Oui. en France, les actualités aussi, Ouais. je disais nationales comme internationales, enfin il y a des sources d'énervement constants. Et comment on fait pour nous ne pas être agacés constamment et sur les nerfs ? Parce qu'il y a évidemment la tentation de ne pas trop suivre, mais dans le même temps, on a envie quand même de savoir ce qui se passe souvent. C'est terrible. Moi, je sais pas si c'est bien de dire ça, mais moi, j'ai l'impression que pour pas être débordée par ça, moi, je choisis mes combats un peu, quoi. Ouais. J'ai l'impression que tu peux pas être sur tous les fronts et tu peux pas. Il y a des choses qui t'indignent et ça, c'est normal. Mais après, tu ne peux pas prendre à bras le corps tous les sujets qui t'indignent et essayer d'y apporter ta mini-pierre. Voilà. Donc, j'ai l'impression qu'en choisissant quand même un peu un sujet qui t'indigne, sur lequel tu as envie de faire évoluer les choses, sur lequel tu as envie de t'instruire, tu as envie de lire des choses, tu as envie de placer ton énergie et ta colère, tu fais avancer peut-être un tout petit peu le problème sur ce petit problème, enfin ce petit sujet de société, quoi. Après, oui, si tu te mets à vouloir être dans l'action de toutes les choses indignantes, ça se dit indignantes finalement, je pense que c'est impossible.
Et de quelle façon, autrement, on peut défouler justement cette colère et cette rage? Parce qu'il y a des choses, on sait que de toute façon, on pourra rien y changer à notre échelle. Et pour pas se laisser bouffer par ça, comment est-ce qu'on peut défouler cette émotion, justement? C'est une bonne question. Bah, moi, c'est en créant, je crois. Franchement, c'est en écrivant. Enfin, c'est en écrivant sur des sujets qui m'indignent, qui m'énervent, que je trouve ridicules, que j'ai envie de changer. C'est en faisant de l'humour. Moi, mon vecteur, c'est l'humour. Parce que j'ai l'impression que ça met à distance les choses et que ça permet de beaucoup plus réfléchir avec du second degré et que dès qu'on y met... Je pense qu'il y a beaucoup de sujets très difficiles, mais on peut mettre de l'humour dans toutes sortes de sujets, je crois. J'espère. Et j'ai l'impression que voilà, on atteint les gens d'une manière différente avec l'humour. Ça permet de réfléchir sans forcément se prendre la news hyper triste, hyper démoralisante dans la tronche. On attaque les gens par un autre canal, en fait. Voilà. C'est quelque chose qui te parle aussi, l'humour engagé? Ça Ouais, t'arrive de ouf. d'avoir notamment d'ailleurs sur les réseaux sociaux, maintenant il y en a de plus en plus en fait, dans les humoristes, au-delà même des projets, séries, films ou même spectacles, t'as beaucoup de gens qui viennent dénoncer des trucs de façon humoristique sur les réseaux. Toi, c'est des contenus qui te parlent, À fond. qui te font réagir. De ouf. Mm. Je vous pousse encore à faire plus. C'est cool. Non, mais c'est marrant, là, en ce moment, je vois des vidéos de Malik Bentala, par exemple. Je sais pas si t'as vu. Ouais, c'est hilarant, génial, trop ça. marrant. Franchement, mais c'est un génie. Enfin, il est trop fort. J'adore la manière qu'il a de... Alors, il prend pas forcément des sujets qui sont a priori graves, mais il prend en tout cas des sujets très actuels. Et il y a vraiment un regard très cynique, je trouve, sur les sujets qu'il prend, que ce soit se moquer un peu des meilleurs pâtissiers ou de Jul, alors qu'il adore Jul, mais il y a tout un côté très... il se moque un peu de la pop culture et de tout ce qu'on voit en ce moment, et je trouve ça vraiment cool, parce que ça nous permet nous aussi de se dire ok, parfois faut redescendre un peu, en fait. On prend tout très premier degré, on est très intense sur payer des pâtisseries 52 € qui ressemblent à des citrons. Trop bien, non mais c'est super, c'est délicieux, mais c'est marrant en fait aussi. Il y a quand même un côté, on est un peu... on est Ça veut quand dire même... caricaturer la société, mais même, je pense à la grosse vidéo qui avait été faite où il caricaturait CNews. Ouais, En vrai, c'est ah, fort. bien sûr, parce à la que base c'était ça. Ouais, si tout t'es à fait. catégorisé humoriste de gauche et que tu viens tailler CNews, on va directement te dire que t'es un woke Bien islamo-gaucho de sûr. merde, machin. Alors que si tu viens, en fait, proposer, je crois que ça durait 16 minutes la vidéo, un long format où juste tu te fous de leur gueule. Et en fait, le pire, c'est que, je sais pas si tu l'as vu cette vidéo, Si, Sean. je l'ai vu. Cette vidéo, elle est limite pas plus caricaturale que. Mais que c'est- Oui, on c'est la dirait même chose. l'émission. que, C'est enfin, dingue. c'est vraiment hilarant. C'est quoi. hilarant. C'est hilarant, et ça a été vu des millions de fois. C'est-à-dire Ouais. que franchement, la vidéo a cartonné alors qu'elle est sortie sur... je veux dire, elle n'a pas été poussée par un média en particulier, il l'a sortie lui, quoi, tout seul. Et je trouve ça cool. Mais c'est vrai que la parodie, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Nous, je pense qu'on est tous un peu trop jeunes autour de la table pour vraiment avoir connu ça. À un moment, on avait une conscience politique, mais à l'ancienne, quand Canal était encore Canal, qu'il y avait les guignols Bah et oui. que ça se moquait Bien aussi sûr. des politiciens et tout. Enfin, si je me rappelle ma toute petite Bah dans leur si, tête, ouais, mais je les comprenais pas guignols, encore même les le rêves, mais- zapping, t'avais quand même Ouais, une c'est espèce de regard sur l'actualité qui était vachement... qui avec un axe hyper objectif, en fait. Enfin, c'était vraiment, vraiment bien. Donc, ouais, les guignols, le zapping. Mais alors, moi, j'étais vraiment pas très... J'étais vieille déjà. En fait, quel âge j'ai? Quel âge avez-vous? Qui a quel âge Merde. autour de la table À quel âge On a le droit de le dire? Bah, bien sûr. Je sais pas, il y a des gens, ils aiment pas. Non, c'est t'as quel Moi, âge? je suis 32. sur, Mais non, on avait beaucoup d'écart. Moi, je suis 95. Ah oui, effectivement, ça va. Mais bon, ça suffit pour que je me rappelle un peu Oui. plus des guignols, peut-être. Non, mais il y a des rêves que j'ai pas, par exemple les trucs en mode les minicums et tout, tu vois. j'ai Ah pas... ouais? Bah, non, mon après Dieu. j'avais pas trop droit à la télé aussi. Si mes parents m'écoutent, Je vous j'avais en pas prie. trop droit à la télé. Ok. Mais non, je me souviens quand même de ces rêves. Et même bien avant, enfin justement, on parlait souvent à l'époque, encore une fois, c'était avant que ce soit racheté. Mais il y avait la fameuse culture Canal, où même il y avait des Decaune et Garcia, tout ça, qui se foutaient de la gueule des politiciens et même des stars qui faisaient des conneries. Donc ouais, effectivement. Ben là, toi, tu vois l'humour comme un art, du coup, Enya? Ouais, oui. Après, il y a plein... Enfin, l'art, ça regroupe tellement de choses. Oui, j'ai l'impression qu'à partir du moment où on crée quelque chose à l'image qui sort de nos cerveaux, forcément, qui n'existait pas avant qu'on l'écrive et qui prend vie à force de réflexion, ça, c'est peut-être de l'art, ouais. Mais voilà. Parce qu'on met souvent... on se figure souvent l'art comme rempart à l'injustice, au final, et comme un espèce de bastion de refuge à des moments où, justement, on a envie un peu de se consoler, tout ça, et aussi comme vecteur de dénonciation. Donc... Après, c'est juste que l'humour, il peut y avoir un humour aussi très
L'humour, on peut plus rien dire. Ouais, et puis tu vois, il y a d'autres types d'humoristes qui font de l'humour vraiment pas très bienveillant, et enfin, ça arrive aussi. Donc, je dirais que dans toute forme d'art, il y a du bon et du mauvais, quoi. Enfin, en fait, c'est à partir du moment où tout le monde peut s'exprimer, en fait, on y trouve des bonnes choses comme des choses qui vont à l'encontre de. Mais c'est marrant parce que je trouve que justement, en parlant de la politisation de l'humour et tout, quand on observe un peu ce qui se passe actuellement dans le stand-up, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus quand même fort et puissant. J'ai l'impression qu'il y a d'un côté de plus en plus de stand-uppers et stand-uppers qui sont hyper engagés contre justement les injustices et tout. Et de l'autre côté, toute une espèce de team où ils ont l'air de freiner des deux pieds et justement pouvoir continuer à taper sur tout le monde un peu aveuglément et être un peu mais je trouve qu'il y a un vrai débat là-dessus, de savoir de quoi on peut rire encore aujourd'hui. Est-ce qu'on peut rire, de ces personnes qui disent on peut plus rire de tout, est-ce qu'il faut rire de tout? Enfin, moi j'ai pas la réponse. C'est vrai que c'est un débat qui est compliqué. Nous, quand on a écrit un sketch qui a priori était sur le consentement, et après on a réussi à tourner le sketch d'une manière, je crois, plutôt maligne, mais c'était pas évident. On se disait, est-ce que c'est approprié? Est-ce qu'on va avoir l'impression qu'on se moque du consentement, alors que vraiment, c'est pas notre volonté, et au contraire, on est plutôt, on essaie de faire un programme qui parle des femmes, et voilà, et du consentement comme une valeur hyper importante. Donc c'était difficile. Et puis on s'est dit, non, en fait, si on arrive à faire rire des meufs de ce sketch et des féministes de ce sketch et à faire comprendre certaines choses à certains mecs de ce sketch, on a tout gagné. Mais le pari, il est super difficile. Mais après, je pense qu'il faut pas se censurer. Je pense que c'est dommage, et que l'humour, ça reste un endroit où on peut quand même essayer de se permettre de faire plein de choses, quoi. Sean, toi, je voyais en lisant un petit peu ton communiqué de presse et toutes les informations sur toi que tu avais aussi, que sans forcément que ce soit ton combat et quelque chose que tu mets sur le devant, mais en tout cas des sensibilités politiques qui te portent aussi. Ouais, à fond. Après, je fais pas du rap politique ni forcément du rap engagé, mais vu que je fais un panorama d'une génération et d'un monde sur un instant T, je suis obligé d'avoir ces aspects-là qui rentrent en compte dans ce que, dans mes chansons, tu vois. Mais de toute façon, sans forcément arriver comme un artiste engagé qui écrit des textes où on voit vraiment une espèce de ligne politique qui se dessine, je pense que la façon dont tu racontes le monde est forcément politique en un sens. J'essaye de dénoncer. Après, j'essaye aussi de réveiller, en fait. Mais en fait, je dis pas que c'est un réveil, c'est plus un éveil. Parce que je suis aussi en train de me réveiller sur certaines choses. Donc, c'est comme si j'ai amené mon public à me réveiller en même temps que moi. Et aussi de ne pas avoir honte de ne pas forcément être hyper politisé. Parce qu'on sait tous qu'on est une génération... la grande masse de notre génération n'est pas du tout aware sur ce qui se passe en politique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils font passer plein de trucs sans qu'on sache même ce qui se passe. Donc ouais, c'est un réveil collectif. Et le dernier son que j'ai sorti, c'est vraiment si t'es endormi, réveille-toi. J'ai rien à foutre, élève ton doigt, tu vois. Et tu penses que là, dans cette nouvelle mixtape, donc ce nouveau gros projet qui va sortir et qui intervient donc après une pause, avant laquelle tu avais déjà sorti des projets, est-ce que tu penses qu'on voit au fil de ces projets un avant et un après, justement, où pendant 1 an, 2 ans, tu as pu un peu te politiser, t'éveiller? Est-ce que tes textes, tu penses, sont plus empreints de ces nouvelles idées que tu peux avoir? Ouais, après, je pense que c'est vraiment aussi le monde qui a changé, qui évolue. Ouais, ça va très vite. J'évolue avec l'environnement qui m'entoure. Donc ouais, c'est sûr qu'il y a un changement... pas radical, mais il y a un changement de thématique abordée. Et même en termes de production, tout le process il a changé. Je me suis mis des nouveaux challenges. Je travaille avec des gens différents, de façon différente. Et j'avais besoin de ça aussi pour pouvoir continuer et vraiment être excité à chaque nouvelle session et de kiffer mon métier, tout simplement, tu vois. Mais en plus, ce que je trouve assez fou dans la musique, au fur et à mesure des semaines où je peux parler avec des artistes, c'est me rendre compte aussi que les structures de travail que vous choisissez, de qui vous entourez, où est-ce que vous signez, etc., c'est déjà des choix qui sont à chaque fois très, très politiques au final. De ouf. Suivant... Après, je vais pas me positionner comme ça. Non, on ne te demande pas de te positionner, mais c'est... Par exemple, donne-nous des exemples. C'est un constat, juste. Sans forcément même parler d'Universal, mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a des artistes qui choisissent de rester en indé, entourés de gens qui connaissent depuis longtemps et tout, parce que ça permet aussi de ne pas forcément travestir leur message pour pouvoir mieux correspondre à
à ce qui se fait, à ce qui se vend et à ce qui se stream. Grave. Après, je crois que on a une chance aussi dans le rap, c'est que on a une liberté quand même éditoriale. Donc, c'est beaucoup moins le star system de un label, il va te signer, t'es un peu une interprète ou un interprète et on t'écrit tes chansons, on te dirige. Là, c'est vraiment, t'as le choix presque sur tout dans la création. Donc, c'est moi qui contrôle mon image. J'ai vraiment une liberté sur ça qui, je pense, n'existait pas forcément à l'époque. Bien sûr. Bah, à l'époque, on prenait un artiste, on décidait exactement ce qu'on allait en faire, ce que la personne allait incarner. Et il n'y avait pas trop de libre arbitre, je pense, pour parler de cette question de la colère. Et à nouveau, je ne sais pas si vous avez réussi à résoudre ce paradoxe, parce que moi, non. Il y a une violence, évidemment, latente dans le monde. Comment réussir à s'en protéger sans être lâche ? C'est une très bonne question. Parce qu'évidemment qu'on a envie de dire aux gens, écoutez... les actualités sont fatigantes et voir tous les jours des atrocités, c'est épuisant, donc il faut se préserver. En même temps, est-ce que c'est pas un petit peu l'âge de se préserver aussi ? Complètement. Si, totalement. Complètement. Si hier, je suis allée voir une pièce de théâtre et j'ai le droit de dire ce que c'est ? Bien sûr. Je suis allée voir la pièce de théâtre qui s'appelle Passeport de Michalik, qui est sa nouvelle pièce de théâtre. Ah, j'ai reçu le livre. Et en fait, c'est une pièce de théâtre qui parle donc de la jungle. Enfin, ça se passe à la jungle à Calais. Et vraiment, c'est la première fois que je vois une pièce où d'un coup, pendant 1 heure, je me sens vraiment comme une merde. Mais c'était terrible. Je me disais, c'est très bien interprété et ça parle finalement d'un sujet dont on a entendu parler pratiquement tous les jours depuis des années, tu vois. Et en fait, on s'est habitué, enfin moi personnellement, je me suis habituée presque à ignorer en fait. Enfin, tu vois, on sait que la crise migratoire, tout ça, on le sait. Il se passe des choses tous les jours, mais en fait, il y a tellement d'horreur dans les news quotidiennes qu'il y a des choses que tu deviens anesthésié en fait, tu vois. Et vraiment, j'ai passé 1 heure à me dire putain, mais en fait, parce que du coup, il décrit toute la vie d'un migrant et son parcours et tu t'identifies pas du tout, mais juste tu vois sa personnalité, tu t'attaches au personnage qu'il crée. Ce qui est impossible quand tu vois juste des news à la télé. En fait, tu dépersonnifies totalement les gens que tu vois, tu vois. Et bref, voilà. J'ai passé 1 heure à me dire, ok, donc on est des grosses merdes. Ok, je suis une grosse merde. Ok, en fait, je suis une énorme merde. Et c'était vraiment bizarre comme expérience. Et je suis sortie de là un peu chamboulée en me disant, en fait, il y a tellement de choses qui se passent sur lesquelles on prend pas parti ou qu'on s'est habitué à voir et à ignorer parce qu'en fait, on a l'impression qu'on peut rien faire et puis c'est trop d'infos et puis il y a tellement d'horreur que ça se met dans un flux d'informations et voilà. Donc je n'ai pas la réponse à ta question, mais en tout cas, une fois de plus, là, c'est passé par une œuvre que j'ai vue qui m'a fait un petit électrochoc à me dire, ok, je pourrais m'intéresser beaucoup plus à ce sujet-là. Et je pense que peut-être la réponse, elle est dans le fait de s'intéresser vraiment au-delà juste des news qui sont très anxiogènes et qui sont éditées de manière anxiogène aussi, voilà, pour créer ça chez le spectateur. Je pense que s'instruire sur des sujets comme ça qui nous touchent, c'est un bon moyen peut-être de... Et puis aussi, après, dans la vie associative, sur chaque sujet, que ce soit le féminisme ou j'en sais rien, ou aller travailler au Resto du Cœur, ou aller avec une asso qui s'occupe des migrants, et ben, peut-être qu'il y a un sujet qui nous touche vraiment à cœur, d'aller se rapprocher d'associations qui bossent sur ces problématiques-là. Putain, ça y est, je commence à bugger. C'est parti. Bon, voilà, bref. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. En tout cas, j'ai l'impression que c'est un sujet qui me touche. Je pense m'instruire sur le sujet et essayer de découvrir des associations et des gens inspirants qui bossent pour aider à cette problématique. Mais peut-être qu'à la façon aussi d'un médecin qui côtoie la mort toute la journée et qui du coup n'a plus le cœur brisé à chaque décès, à force d'être abreuvé justement d'informations en continu, effectivement il y a une désensibilisation qui se fait. Toi Océane, du coup tu viens de Suisse. Oui. Au niveau du traitement de l'information, t'as l'impression aussi que dans les médias nationaux, vous avez aussi tout le temps beaucoup de catastrophes qui sont annoncées, ou c'est une façon peut-être plus chill d'être face à l'information ? C'est vraiment pareil. C'est vraiment pareil. Et moi, ça me rend super triste tout ce qui se passe aujourd'hui. Et en tant qu'artiste, je suis tellement partagée sur le fait que j'ai une plateforme, j'ai une voix, je peux sensibiliser, parler des sujets qui me touchent, mais je me vois vraiment mal faire une story où je vais parler d'un sujet qui est atroce et puis la story d'après, salut, j'ai sorti une musique. En fait, c'est pas possible pour moi. Ça veut pas dire que je prends pas parti, je le fais au quotidien dans ma vie privée et personnelle. Et c'est vrai que je suis partagée sur le fait que t'as une plateforme, on t'a donné quelque chose, on t'a donné une visibilité, j'ai envie de parler de certains sujets, mais en même temps je me dis, je peux pas
parler de ces sujets-là, de les prendre à la légère alors que c'est des sujets graves, et ensuite passer à ma vie. Et je critique pas les gens qui le font, parce qu'au final, ils le font, ils sont moins lâches que moi, tu vois. Mais c'est vrai que pour moi, c'est très compliqué à gérer. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un sujet très intéressant que l'engagement vis-à-vis d'Instagram, parce que même il y a aussi eu un truc que beaucoup de personnes, notamment des personnes dont la subsistance financière est directement liée aux plateformes, et ça peut être parfois des artistes, parce qu'en fait on sait que même les maisons de disques maintenant veulent des bonnes stats sur les réseaux sociaux, que ça peut être aussi un moyen de se faire repérer, etc. Et on sait que par exemple, pour prendre uniquement cet exemple, mais c'est pas le seul exemple, ça a été le cas déjà avant avec Black Lives Matter, ça a été le cas avec certains combats féministes, mais on sait qu'actuellement une personne qui parle de la Palestine sur ses réseaux sociaux va se retrouver shadowban parce qu'il y a une histoire de mots-clés, etc. Et que du coup, ses propos, et en l'occurrence son art, deviendront aussi moins viraux. Donc c'est des dilemmes qui sont sans fin, parce que parler de quelque chose, mais du coup en parler d'une façon qui va faire que ton propos va de toute façon être invisibilisé. Est-ce que parfois c'est pas un coup d'épée dans l'eau? Enfin, il y a peut-être tout un truc, c'est très compliqué, je trouve, à trancher. Et je suis comme vous, j'ai pas non plus de réponse. Hein. Toi, Sean, t'en penses quoi De quoi, du shadowban? Non, de cette notion de justement sur les réseaux, est-ce qu'on peut utiliser les plateformes pour ça, tout en disant voilà les gars, nouvelle mixtape qui arrive, soyez prêts et tout. Ouais, non, mais c'est hardcore. T'arrives à composer avec ça, toi, ou tu préfères du coup justement rester en retrait Moi, je reste plus en retrait, j'avoue. Je suis plus comme Océane, parce que j'ai pas envie de m'engager à la légère Bien sûr. et juste partager ça sur Instagram parce que tout le monde le fait. Et que, mais ça Ouais, veut pas parler dire que d'un c'est des sujet qu'on sujets qui n'entend me plus touchent jamais pas. en parler derrière, ouais. C'est ça. Après, si c'est pour perdre, tu vois, par exemple, tu parlais de Black Lives Matter et tout, c'est pour perdre un public facho, let's Ouais. go. Mais les maisons de disques qui sont derrière, Ouais. une perte de public, c'est une perte de public. Ouais, bien sûr. Donc c'est comme ça que l'industrie marche, malheureusement. C'est vrai que Donc, Black Lives Matter, on le voyait à l'époque, ça a été assez fort ce qui s'est passé. Hein. Enfin, alors, bon, ça, c'est vraiment des coulisses des algorithmes, mais ils étaient à l'époque, les mécanismes de shadowban, comme ça n'avait pas été admis par les plateformes, c'était encore plus fort. Moi, je sais que le compte Instagram que j'ai depuis des années, mais il y a plusieurs centaines de milliers d'abonnés, il avait été shadowban pendant 4 ou 5 mois après la période BLM. Wow. Alors que j'étais pas en plus la personne la plus engagée, Oui, mais bien juste sûr. j'avais C'est fou. exhorté au mouvement et la participation aux manifestations qui pouvaient avoir lieu, même pour la famille Traoré, tout ça et tout. Et il y avait eu des shadowbans automatiques, quoi. C'était fou. Et du coup, effectivement, moi, c'était pas grave en un sens, puisque ma raison d'être sur Instagram était avant tout politique. Mais c'est vrai que, ouais, des personnes, j'en sais rien, t'es en promo de ton nouveau projet et il se passe quelque chose, mais en fait, t'es face à des espèces d'urgences contraires où forcément tu culpabilises et c'est très compliqué, quoi. Et c'est pas forcément de la promo, hein, moi, quand je le vois. Et puis, c'est ça qui me choque dans un sens où tu vas parler d'un sujet, et encore une fois, je ne critique pas, je trouve que c'est bien. Je vais voir un post, 2 posts, et puis entre 2 posts de 2 sujets différents, mais très graves et importants, tu vas avoir une story, je sais pas, au café ou une story en soirée et tout. Enfin, le fait de tout mélanger comme ça, je sais pas, moi, c'est quelque chose qui me... Je sais pas. Mais après, moi, je crois que j'ai pas la même position que toi là-dessus et que je vois plus un truc comme quoi le fait de montrer justement des stories au café, etc., c'est montrer que ces luttes et ces colères s'inscrivent dans un vrai quotidien. Et que justement, tu y penses dans ta vie normale, tu y penses dans le train, tu y penses au café, tu y penses même en taffant. Après, effectivement, il peut y avoir des grands écarts, tu vois. Si tu vois des stories d'un côté génocide, de l'autre côté Fashion Week, puis re-génocide, re-Fashion Week, Ouais, c'est compliqué. ça C'est semble bizarre, être un grand ouais. écart. Et effectivement, tu te dis, attends, mais comment tu peux aller te mettre dans la vanité de la semaine de la mode à Paris et tout en pensant... Mais bon, en même temps, si on n'est pas hypocrite et qu'on est vraiment très réaliste, quand ce ne sont pas des drames ou des injustices qui nous touchent directement, on n'y pense pas à H24. Bien sûr. Et C'est vrai. et c'est vrai, même par exemple quand t'es blanc et que t'es antiraciste, t'as quand même le loisir de passer une journée sans penser au racisme. Bien sûr. De la même façon que t'es un mec, t'es féministe, tu peux quand même, le soir par exemple, tu rentres chez toi, tu vas pas penser aux droits des femmes. Alors qu'une meuf, forcément, elle est dans la rue, elle va y penser puisque elle va se faire harceler ou alors elle va avoir peur qu'on la suive, machin. Donc on a quand même des moments, quand on ne subit pas directement les oppressions ou les drames, de liberté mentale où on n'arrive à pas y penser. Et je trouve que peut-être que
le fait de le matérialiser, c'est presque une forme d'honnêteté intellectuelle, peut-être, je sais pas. J'ai pas... Mais c'est dur de trancher. C'est dur de trancher, ouais, je suis d'accord. Mais ton point de vue est intéressant quand même. Ouais. Mais la notion de la colère dans le milieu du cinéma, c'est hyper intéressant parce que tu vois, par exemple, je sais pas quoi penser du fait que, donc, demain soir, il y a la cérémonie des Césars. Judith Godrèche, elle est un peu en figure de proue Bien actuellement sûr, du MeToo des actrices françaises. Et j'ai vu qu'on lui avait laissé un segment où elle pourrait s'exprimer. Mais du coup, j'étais là. Mais c'est bizarre parce que, évidemment, que tout le monde savait qu'elle allait parler et faire un coup d'éclat. Mais du coup, je suis en mode, ok, donc vous qui avez toujours été, en un sens, complice de ce système, enfin, en tout cas, qui avez toujours vu les choses et tout, vous vous dites, on va lui laisser de façon inscrite sur l'emploi du temps, Il se rachète. un moment pour exprimer sa colère contre nous. Enfin, je trouve ça hyper Je suis d'accord, naturel, mais c'est trop important. Après, je trouve que ça va dans le sens d'un mea culpa, peut-être. Mais pas tellement d'un mea culpa, mais d'une remise en question générale, en fait, et d'une autocritique qu'on a du mal à se faire en tant qu'humain. Et dans le cinéma, encore plus, dans ce milieu-là, on a tendance à... Les gens fantasment beaucoup sur ce milieu, sur voilà, le côté paillettes, etc. Et je pense que du coup, remettre en cause un milieu pareil, que ce soit la musique aussi d'ailleurs, c'est compliqué de se dire que bah oui, il y a des prédateurs aussi dans ce milieu-là, oui, il y a eu des comportements terribles dans ce milieu-là, et oui, il y a des drames. Et en fait, je pense que laisser la place à Judith Godrèche pour qu'elle parle ce soir-là, c'est important, et qu'en fait, c'est pas parce que le milieu, à un moment donné, a protégé ou a validé ces comportements-là, et que du coup, ça en fait un milieu un peu... Ce fut un milieu un peu pourri, c'est pas améliorable. En fait, j'ai l'impression qu'on peut quand même tendre vers le mieux, et que la rédemption est possible. En tout cas, j'ai l'impression que c'est une invitation à aller vers le mieux. Ouais. Et c'est dur de trancher parce qu'en fait, c'est soit ils le font pas et on se dit, bah en fait, ça reste un milieu pourri, et d'accord, et en fait, ils sont complètement hypocrites. On peut voir ça d'un œil mauvais, mais en fait, j'ai l'impression que forcément, dans le lot des gens mauvais qui ont toléré et protégé ces comportements-là, il y a aussi des gens que ça a indignés et qui aujourd'hui travaillent encore dans ce milieu-là et qui ont envie que ce milieu évolue dans le bon sens, et qui font partie de ces gens qui laissent la parole à Judith Godrèche. Donc voilà. D'où l'idée de ne pas confondre rancune et colère. Exactement. Et puis je pense qu'on ne peut pas régler des conflits et changer un monde en étant rancunier. Et il faudra bien vivre ensemble de toute façon et faire société. Et merci d'être toujours avec nous. Bienvenue si vous nous rejoignez ce soir dans Tunnel, où je parle avec mes invités Enya Barou, Océane et Sean de la colère. Et on va repartir avec une petite citation. Une citation de l'acteur Richard Bohringer en 1988 dans son autofiction C'est beau une ville la nuit, qui dit « La colère, ça fait vivre. Quand t'es plus en colère, t'es foutu. » Qu'est-ce que tu penses de cette citation, Enya ? Je te vois réagir. Non, mais je suis d'accord, j'ai déjà entendu cette phrase. Je suis hyper d'accord. Je pense qu'effectivement, le jour où plus rien ne te fait réagir, ou plus rien ne te bouscule ou t'indigne, c'est qu'une sorte d'anesthésie est en toi et qu'il faut se réveiller, comme tu disais tout à l'heure. Donc ouais, voilà, je reste là-dessus, sur l'idée que la colère est un moteur et qui peut faire changer des choses pour toi et pour les autres. Donc... Mais il y a un article dont je n'ai pas retrouvé j'ai pas retrouvé la source, mais qui disait, ou alors c'est dans un livre que j'ai lu, ça disait que les deux passions motrices en fait de l'être humain, c'était l'amour et la colère. Ça vous parle, ça ? Toi, l'amour, en plus, c'est quelque chose que tu chantes. Oui. Est-ce que tu as l'impression que c'est effectivement potentiellement les émotions qui vraiment animent l'être humain ? Bien sûr. Et puis sans colère... si on ne connaît pas la colère, on ne connaît pas la paix. Ouais, bien sûr. Si on ne connaît pas la tristesse, on ne connaît pas le bonheur, tu vois. Donc, tout se complète et tout est yin et yang, en fait, c'est ça. Et il y a aussi l'idée peut-être de la colère comme délimitation du possible, comme affirmation de soi, en fait. Genre, je sais pas si vous allez me suivre dans ce truc de... Quand il y a quelque chose qui t'énerve confusément depuis un moment et puis que d'un coup, tu poses tes limites, t'es un peu satisfait. T'es un peu content de toi et ça aide aussi, je trouve, peut-être à affirmer son identité, parfois. De dire, voilà, ça, c'est quelque chose qui m'énerve. Et en fait, c'est une question de respect aussi, je pense, même de soi-même. Pour continuer sur les citations, il y avait Aristote aussi qui disait que, bon là, ça date pas d'hier, c'est pas 1988, j'ai pas les dates, qui disait que le désir douloureux de se venger publiquement d'un mépris manifesté publiquement à notre endroit ou à l'égard des nôtres, ce mépris n'étant pas justifié. Donc c'est sa définition, ça, de la colère.
c'est là qu'en fait, moi, je m'étais fait une petite note sur justement la colère mauvaise qui ronge, la rancune qu'on évoquait juste avant, ou la colère qui est bonne, productive et qui pousse à l'action. Parce qu'évidemment, c'est pas la même colère qui nous pousse à détester quelqu'un du village d'à côté depuis des générations, ou à détester les supporters d'une équipe rivale, ou à s'agacer sur les gens qui sont lents dans le métro, ou à se mettre à klaxonner dans les bouchons. Alors ça, d'ailleurs, j'ai lu une étude là-dessus. En fait, quand on s'énerve justement dans les transports ou sur la route, c'est parce qu'on est individualiste et que dans notre fort intérieur, ne mentez pas, vous l'avez sûrement ressenti, moi ça m'est déjà arrivé, j'avoue, on estime qu'en fait, nous, ce qu'on doit faire dans les transports ou sur la route, c'est prioritaire. C'est plus important que ce que l'autre doit faire. Moi, j'ai un ami qui se reconnaîtra, je pense, qui est vraiment le mec le plus klaxonneur du monde et je trouve ça insupportable en fait. Ouais. Vraiment, je ne comprends pas ce comportement. Moi, j'ai une amie qui est comme ça aussi, j'espère qu'elle écoute. Mais je comprends pas en fait, je trouve ça tellement bizarre. Il y a un truc, vraiment, c'est un canal d'agressivité quoi. C'est qu'il y a un endroit où tu te défoules sur la route. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a autant de comportements hyper agressifs sur la route. Les gens en fait sont en colère toute la semaine et puis d'un coup. Mais il y a des gens qui changent de caractère, j'ai l'impression, bien sûr, en voiture. Moi, j'ai pas le permis et j'ose pas imaginer ce que ça donnerait. Oui. mais ouais, apparemment, il y a vraiment des renversements de situation complets. Quoi. Parce que ton pote, du coup, il est plutôt calme dans la vraie vie. Ouais, c'est pas quelqu'un qui se met trop en colère d'une manière agressive, en tout cas, je dirais, dans la vie. Après, c'est quelqu'un qui aime débattre et voilà, qui peut être intense à des moments dans les débats, mais plutôt constructif. Sur la route, c'est vraiment Jean-Michel klaxonneur qui klaxonne tout le monde, enfin, qui est vraiment très désagréable. Simon, si tu m'entends, je t'aime. Il y a des noms je n'oserais pas sortir le nom de mon amie, mais elle travaille dans la musique. Mais ça va, ça fait du monde. Mais en tout cas, oui, du coup, il y a ces colères un peu impulsives, très importantes, en voiture, tout ça, ou même celles où ça m'arrive tout le temps. C'est vraiment la honte. Mais tout le monde le fait, je pense. Tu t'attrapes un orteil dans un meuble et du coup, tu tapes le meuble après. Genre, tu te défoules sur le meuble comme si le truc était sensible. Donc ça, c'est juste qu'on est bête. Et puis après, il y a celle qui peut s'emparer de nous, évidemment. Tu faisais référence à ça tout à l'heure. Quand on voit les injustices du monde, des guerres, aux génocides les plus sanglants, aux SDF aussi qui grelottent en bas de chez soi. Et ça, c'est vraiment la révolte en fait simple qui fait vibrer nos veines quand on voit aussi des représentants politiques. Moi, c'était hier, ça a vraiment été très compliqué, je trouve, à voir cette image des représentants politiques pour qui les Français sont prêts à voter en nombre, aller déjeuner avec des fascistes en Italie, puis rentrer en France, assister à la panthéonisation d'un résistant. Je trouve ça d'une violence inouïe. Et c'est des choses qui, même... moi, c'est limite des trucs où j'arrive même plus à agir tellement ça me pousse au-delà de l'indignation, en fait. Enfin, c'est vraiment... c'est très, très compliqué. Et il y a une philosophe et chercheuse américaine contemporaine, pour le coup, on n'est plus sur Aristote, qui s'appelle Miyasha Cherry, qui propose une typologie des colères sociales. Donc, il y en a plusieurs. Hein. Elle explique celle où, en fait, tu sais que tu es maltraité dans la société, mais que tu t'en prends à des gens qui sont aussi maltraités que toi, etc. Justement, ce qui peut expliquer ces votes... à l'extrême droite, on va parler français, hein. Et elle explique que seule l'une de ces colères sociales, qu'elle appelle la colère lordéenne, du nom de l'afroféministe Audre Lorde, est profitable. Et c'est celle qui consiste à absorber la colère et l'utiliser pour produire de l'énergie constructive. Mais je crois que ça se rapproche un peu, Océane et Sean, là je me tourne vers vous, de la pratique artistique aussi, en fait. C'est ça, c'est un très bon exercice. C'est venir catalyser quelque chose et faire... transformer en quelque chose de beau, Ouais, tout à fait. C'est énergie renouvelable. Exact. Ouais, c'est rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Je sais, Larry Boisier. Ne me regarde pas, ne me regarde pas. Ne me regarde pas. Il y a des scientifiques derrière vos posts. Moi, j'ai fait elle. Mais en tout cas, voilà, vous la voyez, cette façon en fait, de pouvoir un petit peu se mettre dans une pièce, réfléchir à ce qui nous indigne et puis créer quelque chose à partir de ça. Je sais pas si toi, ça le fait, mais en tout cas, moi... je vais rentrer dans une session où je vais avoir tellement de choses sur le cœur. Et en fait, le fait de pouvoir créer un son autour de ça et de le mettre sous forme de le mettre sous forme de mots dans une musique, et quand je ressors de cette session, je me sens tellement plus légère et tellement mieux en fait. Et c'est comme une forme de thérapie en fait au final pour moi, la musique. Bien sûr. Tu vois. De ouf. Et c'est comme ça que j'arrive à transformer justement cette colère en quelque chose de beau. Bah ouais, parce que tu peux te parler à toi-même en vrai. C'est ça. C'est comme aller voir un psy. Parce que quand t'es dans ta chambre tout seul, tu sais, tu peux pas parler avec toi-même. Genre, c'est un peu bizarre comme. bien sûr. Tu l'as jamais fait, genre. Truc. Ouais, je l'ai déjà fait. Moi aussi. En société, c'est bizarre de parler tout seul. Ouais, j'avoue. Donc, quand t'es en cabine et que tu peux parler tout seul et sortir les mots qui doivent sortir,
c'est sûr que c'est une sorte de thérapie. Mais je me pose toujours une question du coup par rapport aux artistes, parce que moi je sais que je publie plein de trucs aussi que j'écris sur Insta, et cette sensation m'arrive souvent, où en fait tu t'écris, donc comment dire, ton impudeur entre guillemets se passe en plusieurs temps. Il y a le moment où tu sors le truc mais t'es tout seul, il y a le moment où tu dis je le publie, mais vu que t'es plus dans le moment où tu l'as sorti de toi, ça te semble moins difficile. Et ensuite, à un moment, tu te dis, attends, mais en fait, il y a ces dingueries super personnelles qui sont exposées au public. Et moi, c'est une chose, ça sort sur les réseaux sociaux, après, ça fait sa vie et ciao. Mais vous, du coup, potentiellement, vous vous retrouvez à chanter encore et encore des trucs où vous vous livrez quand même de façon super intime. Il n'y a pas des fois où tu t'es dit, waouh, j'ai un peu overshare. Tu vois, comme quand tu as discuté avec quelqu'un en soirée, le lendemain, tu es là, oh mon Dieu, j'ai raconté tout ça. Oh là là. Une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de boire, parce que franchement, ça, je ne peux plus. C'est horrible. Je sais pas ce qui était le pire d'ailleurs. Quand tu te rappelles que tu as parlé longtemps avec quelqu'un, mais tu sais plus de quoi. Ou quand tu te rappelles que tu as raconté des dingueries, mais que tu sais plus à qui. Hein, les deux sont compliqués. Les deux sont très compliqués. Ouais, mais je préfère pas me souvenir. Ouais, me souvenir de rien, ouais. C'est mieux. C'est pour ça que je bois, moi. Faut boire vraiment jusqu'au chaos, quoi. Pour vraiment se rappeler de rien comme ça, t'as honte de rien. Non, mais ça t'est déjà arrivé, en tout cas, toi, Sean, cette sensation un peu d'impudeur où tu te dis, waouh, quand même. Oui, mais c'est sur des laps de temps très courts. Ouais, c'est après, genre, cette émotion te quitte, quoi. Ouais, même des fois, tu remets tout en question un son et le lendemain, tu te dis, waouh, en fait, c'est un bête de son. Et sur le lendemain, t'es en mode, ah non, j'aime pas cette phrase. Mais une fois que tu donnes, en fait, c'est sur le moment où tu l'écris, c'est toi aussi qui choisis d'utiliser ces mots-là. Et il faut avoir aussi conscience que les mots ont un sens et que ce que tu donnes aux gens, c'est ce que tu donnes aux gens, tu vois. Et merci d'être toujours à l'écoute de Tunnel. Et si vous nous rejoignez, bienvenue. Ce soir, nous parlons de la colère avec mes invités Enya Barou, Océane et Sean. On va continuer sur des petites citations. Et là, j'en ai une. Alors, je précise que quand je prépare mes sujets, j'en parle avec mon entourage. Et tout le monde a trouvé ça hyper bizarre parce que j'avais un peu des blagues sur la philosophie et l'histoire et tout le monde était là. Enfin, c'est nul, tout le monde s'en fout. C'était en fait sur Sénèque. Sénèque, il a écrit un. C'est un rappeur ? Non. Je rigole. Donc Sénèque, le philosophe. Tu vas vraiment regarder genre en mode merde. Il a écrit des très très courts essais. Donc il y a de la sérénité de l'âme, de la tranquillité de l'âme, pardon. Là, en l'occurrence, de la colère, donc deira en latin. Et en fait, je trouve ça hilarant. Mais vraiment, je sais pas s'il y a des gens que ça va faire rire, mais en fait, Sénèque, il a écrit tout un livre pour dire que la colère, c'était de la merde, et que de toutes les passions de l'âme, c'était la pire, et que ça pouvait dévorer l'âme, etc. Et en fait, il faut sachez que, comme dirait Amélie Néten, si elle nous écoute, il faut savoir que Sénèque était également le conseiller de l'empereur Néron. Qui était le mec le plus vénère. Mais Néron, pour la petite histoire, un jour, il était en colère, donc il avait le seum, et il a juste tout bonnement mis le feu à Rome. Donc bon, je trouvais ça, voilà, moi ça me fait rire, mais ça me fait rire personne, voilà, encore une fois. Si moi ça me fait rire, ça me fait rire. J'attendais la blague, je me suis dit c'est quoi ? C'est un rire très intérieur. Et non, mais je ris. C'est pas un truc gaulerie, tu vois. Mais c'est juste, en fait, je trouve ça, genre, je me retrouvais à envoyer des messages dans la semaine, tu vois, je préparais mon truc, j'étais là, non mais Sénèque quand même, ce mec, il a grave de culot, et les gens étaient là, mais tu peux pas appeler Sénèque ce mec, genre, enfin, c'est un philosophe de l'Antiquité, mais genre vraiment. Je trouve ça hyper culotté. Bref, en tout cas, ce qu'il nous a dit, c'est les autres passions affleurent, la colère éclate. Et en fait, il parlait de la colère comme d'une brève folie. Et il disait que le gros risque de la colère, c'était qu'en fait, souvent, donc il y a 3 stades. C'est la réalisation, donc là, en fait, où tu te rends compte, ouais, mais en fait, ce qu'on m'a fait, c'est une dinguerie. Là, j'ai été blessée. C'est pas normal, c'est pas acceptable. Ouais. Non, c'est pas possible. Ensuite, il y a la rancœur. Donc, il faut que ce qu'on m'a fait soit réparé, quitte à me venger. Et puis, il y a la perte éventuelle du contrôle, et donc par la vengeance. Est-ce que vous vous êtes déjà vengé ? Océane vient de faire un sourire démoniaque à côté de moi. Il a été super naturel. Vous n'allez pas sortir comme ça. Comment t'as fait un sourire de méchante de Disney ? Ah ouais ? Ouais, t'as fait vraiment genre... Oui, je me suis déjà vengée. Mais pour ma défense, si je peux me défendre. Défends-toi. Cette personne m'a causé énormément de tort et énormément de mal. Mais ça va, la vengeance a été gentille. Pas... Et est-ce que c'est quelque chose qui t'a procuré de l'apaisement de te venger, ou justement ça t'a laissé conserver une relation, en fait, quoi qu'il arrive avec la personne, mais c'est une relation d'ennemi, et du coup ça t'a plus fait de mal? Non, mais c'est dégoûtant la vengeance. Ne vous vengez pas, en fait. Ouais, ça sert à rien. Fait du bien, ça t'apaise pas, en fait. Ça
ouais, c'est pas apaisant. En fait, on pense qu'en se vengeant, on va avoir ce sentiment de délivrance, etc. Mais ça nourrit encore plus, en tout cas pour moi, pour ma part, ça nourrit encore plus cette colère. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de limite à une vengeance. T'as envie de te venger, après, jusqu'à assouvir ce besoin, en fait, qu'on peut pas assouvir au final, tu vois. Donc, non, j'en suis pas très fière. J'en suis pas très fière. Toi, Chen, c'est quoi ton rapport à la vengeance ? Est-ce que tu penses que c'est utile ou est-ce que, au contraire, en fait, si on nous fait un coup, il vaut mieux se dire, ok, je concentre toutes mes forces dans le fait de moi faire mon chemin et après, au moins, je me serais vengée sur la vie, quoi. Enfin, Ouais, après, ça dépend quelle vengeance, tu vois. Les vengeances très personnelles sur des trucs de relations et tout, je sais pas si ça sert forcément. Après, des revanches sur la vie, c'est un peu comme la colère dont on parlait tout à l'heure. Ça peut être un moteur de ouf, tu vois. donc c'est quelque chose qui te parle. Ouais, de ouf. Moi, il y a un artiste que je kiffe de fou qui s'appelle MF Doom et qui a un peu pris sa revanche tout le long de sa carrière contre une industrie et qui a mis ce masque un peu de super vilain. Et j'ai trouvé ça trop chaud. Et ça a été son moteur et son fil conducteur pendant des années. Donc ouais, la vengeance, ça peut être bien. C'est un plat qui se mange froid, mais qui Si laisse... Picard nous écoute. Enya, toi, c'est quelque chose qui te parle ? Moi, la vengeance, c'est attirant. T'as toujours envie de te dire comment je vais mettre en place un stratagème pour me Oui, venger. t'es dans Gossip Girl, t'es Blair Waldorf. Exactement, bien sûr. Enfin, évidemment, c'est un peu jouissif de se dire comment je vais faire pour lui rendre la monnaie de sa pièce, si je puis dire. Mais avec le temps, t'apprends, je crois quand même que, effectivement, comme tu dis, Sean, la meilleure des vengeances, c'est quand même d'avancer toi et de faire tes projets. Enfin, en tout cas, si c'est Enfin, d'ailleurs, que ce soit une vengeance personnelle ou dans le travail, enfin, quelqu'un qui t'a fait du mal, je pense que d'aller bien, de réussir et de faire ce qui te plaît et d'être heureux, c'est la meilleure des vengeances, en fait. Oui, tout à fait. Et je pense que quelqu'un qui foncièrement est malveillant ou qui... Parce qu'il y a des gens comme ça qui font du mal à plein de gens, je pense que le mot se passe et que les gens le savent et qu'en fait, la vie fait son travail. C'est-à-dire que quelqu'un qui est foncièrement mauvais, à un moment donné, ça s'arrête. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'il faut avoir conscience de qui sont ces gens dont il ne faut pas s'entourer et continuer son chemin. Oui, je trouve ça toujours assez intéressant en fait, de laisser les snakes être entre eux. De toute façon, ils vont se faire du mal et puis il suffit juste de regarder et faut attendre parce qu'effectivement, je te rejoins sur ça, Océane. Je crois que se venger parfois, déjà, ça te rajoute pas du bien de voir que la personne va mal. Et puis ça te fait forcément aussi un peu de mal parce qu'il y a une histoire même, je sais pas, d'espèce d'onde, quoi. Ouais. Enfin, ça fait des émotions négatives autour de toi et en vrai, c'est pas Ça forcément... crée de la colère, même contre soi, au final. Oui, Donc, c'est ça. Puis ça te met à la hauteur, en plus, d'une personne que tu complètement. vois comme étant basse. Et justement, Sénèque a une solution à ça. Il l'avait manifestement pas transmise à son ami Néron, mais il dit qu'on peut remédier justement à la colère et donc à potentiellement l'envie de vengeance, ou en tout cas à toutes les conneries auxquelles peuvent nous pousser la colère, par la discipline mentale. Et en fait, la technique, le mec faisait du dev perso bien avant l'heure, la technique en fait qui est évoquée dans Deira de Sénèque, c'est en fait d'essayer d'intellectualiser la colère, même si c'est très compliqué sur le vif, et de se demander pourquoi on est en colère, si on doit se fâcher, etc. Et en fait, tout le temps que tu passes mentalement à décomposer cette colère, Tu redescends. et bah tu redescends. Mais c'est ça. Oui, de ouf. Ma mère, elle me disait hier au téléphone, quand je lui parlais de ce sujet, elle me disait, bah moi, je sais que si je dois envoyer un message, que ce soit un mail, un SMS, ou même un appel... alors que je suis énervée, je laisse toujours la nuit dessus. Moi, je lui disais que j'étais pas d'accord avec ça parce que Si passer elle a trop raison. mais passer une nuit énervée, c'est dur aussi, je trouve. Tu dors mal. Ouais. Tu vois, Mais on après, dit souvent dans les couples, par exemple, il faut pas se coucher fâché. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais sur un mail, tu vas pas penser à ça toute la nuit, tu vois. Tu vas pas rêver de ça et tout. Tu rêves que t'es sur Gmail comme ça. Ouais. Non, mais c'est vrai, mais est-ce Mais que... généralement, t'écris pas le même mail le soir même C'est et le sûr. lendemain. Hein. C'est sûr. Pourtant, c'est la même colère. C'est sûr, ouais, c'est vrai qu'après, oui, écrire un brouillon, machin, et puis après, laisser... Vous, du coup, c'est pareil, vous attendez plutôt quand vous avez quelque chose à dire, Bah ou ouais, ça parce part que tout seul. non, ça dépend. Après, il y a des choses des fois qui sont incontrôlables, mais c'est vrai que moi je préfère dormir, réfléchir, laisser redescendre, parce qu'en fait, ce qu'il faut qu'on imagine, c'est que la colère, ça donne un outil qui est pour moi un des outils les plus dangereux, en fait. C'est les mots, en fait, les paroles que tu vas dire, tu vois. C'est une arme, ça, c'est une bien arme. sûr, bien sûr. Tu vas dire des choses quand tu es en colère qui peuvent toucher une personne à vie, en fait. Et il faut mesurer le poids de ces mots. Et pour pouvoir mesurer le poids de ces mots, il faut réfléchir à froid. Et donc, du coup, passer une nuit.
Ah, mais je trouve que le truc de laisser attendre, ça peut aussi créer justement des situations où on contient. Et quand il y a cette fameuse goutte d'eau qu'on maîtrise pas forcément, et ben là, paf, ça explose et ça explose pas forcément de la bonne façon, etc. Et je trouve que la colère, quand elle explose, ça donne l'impression d'un espèce d'état second qui est pas forcément agréable aussi. Ou peut-être l'écrire, ce mail en question, sur le moment quand tu es énervé, mais au lieu de l'envoyer sur le moment même, attendre le lendemain, le relire, et peut-être que là, tu auras effectivement des choses que tu aimerais modifier et tu vas dire, ah non, mais là, j'ai abusé et tout, tu vois. Et Nia, tu te reconnais toi là-dedans aussi ou t'es plutôt quel team? Moi, je pense que le fait de ravaler sa colère, c'est quelque chose que les femmes connaissent bien, qui est un peu un truc... on est un peu programmé comme ça, j'ai l'impression. Je ne sais pas si c'est un choix, j'ai l'impression que on est programmé parce que, petite fille, on se met pas en colère. La colère est beaucoup plus valorisée chez les mecs que chez les femmes. Bien sûr. C'est viril sur un mec de s'énerver, c'est hystérique sur une meuf de s'énerver. Et donc je pense que finalement, avec ces oppressions là, on a finalement créé un truc où on ravale notre colère, mais du coup, ça a apporté un truc positif de... On cérébralise beaucoup plus le pourquoi on est énervé et on est beaucoup plus capable de rendre cette colère constructive. Donc voilà, moi j'ai l'impression que je suis team, je prends mon temps j'essaye de comprendre ma colère, et je pense que le fait de ravaler sa colère finalement était quelque chose de négatif à la base, mais qui aujourd'hui a créé des mouvements de colère réfléchis qu'on ne peut plus se permettre d'ignorer ou de ne pas entendre en fait. Tu penses à quoi par exemple? À des mouvements comme MeToo, à des mouvements voilà, où on a montré qu'en fait la colère sur une femme, moi quand je vois Judith Godrèche ou Adèle Haenel, j'ai pas l'impression de voir une femme hystérique péter un plomb. J'ai l'impression de voir des femmes très très posées, qui savent exactement ce qu'elles disent, qui sont très en colère, mais qui ont une colère très construite, et qu'en fait on ne peut pas ne pas entendre parce que c'est tellement intelligent et réfléchi qu'en fait aucun homme et aucun humain ne peut leur dire bon allez arrête de pleurer, t'es hystérique, on comprend pas ce que tu dis. Donc j'ai l'impression que malgré nous, le fait d'avoir été obligé de ravaler notre colère depuis la plus tendre enfance a créé une manière plus réfléchie de s'approprier sa colère. Et je pense qu'il faut éduquer les petites filles en leur disant t'as le droit d'être en colère et t'as le droit de réfléchir à cette colère. C'est pas un sentiment honteux et c'est pas un sentiment fou. Enfin, t'es pas folle d'être en colère. Tout à fait. C'est une émotion valable. Tout à fait. Et j'ai à nouveau une citation extraite du livre que je viens de citer. La colère est comme une avalanche qui se brise sur ce qu'elle brise. Donc, en fait, le truc déferle et ça se calme comme ça. Vous réagissez comment, vous, face à la colère des autres? Parce qu'on a beaucoup parlé de soi et notre rapport à notre colère. Mais la colère des autres, quand vous voyez quelqu'un super énervé, qu'est-ce que ça crée chez vous? Ça dépend pourquoi déjà il est énervé en vrai. Si c'est légitime, je le comprends. Mais il y a des gens qui sont terrifiés par la colère chez autrui aussi. Ouais, quand ça crie fort et que c'est un peu pour rien, c'est sûr que ça fout le seum. Mais sinon, quelqu'un qui est en colère et qui a une raison valable d'être en colère, notamment, tu vois, par exemple, quand toi, ton taf, tu exprimes une certaine colère, une certaine révolte, et au final, on est avec quoi, tu vois, quand on regarde le truc. Ouais. Et on comprend ta colère. À fond. Toi, tu réagis comment, Océane, face à la colère d'autrui? J'étais en train de réfléchir à une situation, mais je suis une éponge. Hein. Je vais tout absorber. Ça veut dire que je vais traverser le moment. Après, ça dépend de la personne qui est en face de moi et quelles sont aussi les raisons de la colère. Mais je vais envie d'être là pour la personne. Si c'est quelqu'un qui est proche de moi, je vais avoir envie de la calmer. Et puis si c'est une personne que je connais bien, je vais peut-être lui laisser du temps pour justement s'exprimer. Et puis après, on s'assoit, on en parle, on en discute. Mais ça dépend des situations, ça dépend vraiment. Et toi, Enya, la colère d'autrui, parce que je dis ça parce qu'en étant sudiste, donc en ayant une façon d'exprimer l'agacement qui est souvent plutôt bruyante, je sais que quand j'ai commencé à habiter avec des Belges en coloc et tout, alors c'est pas une généralité, j'imagine qu'il doit y avoir des Belges qui crient fort, comme il doit y avoir des gens du Sud qui sont calmes, même si je les ai pas rencontrés. Mais en tout cas, je savais que si moi, là où par exemple la passivité, agressivité que pouvaient parfois manifester mes amis ou mes colocs belges face à des situations de conflit, de colère et tout, pouvaient moi me déranger. Eux, c'était moi, si je criais, ça les mettait très mal à l'aise. Ils ne savaient pas trop réagir par rapport à ça. Donc c'est pour ça que je pose vraiment cette question de
comment vous vous placez face à la colère des autres? Moi, je sais que si je sens que quelqu'un est énervé mais ne le dit pas, ça peut m'incommoder très fort. Alors quelqu'un qui crie, oui, bon, bah écoute, ça c'est vrai. comme les chiens dans la rue, c'est pas très grave, quoi. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que quelqu'un qui serait plus agacé, faisant la gueule, en mode passif-agressif, je trouve ça beaucoup plus violent Ouais. que quelqu'un qui explose sa colère et voilà, où tu sais que ça sort et une fois que ça va être sorti, tu vas pouvoir C'est prévisible, respirer. Ouais, voilà. Ouais, tout à fait. Le côté je dis pas les choses et je suis hyper agressif. Je trouve ça presque, pour moi, c'est plus tant de la colère, c'est de la méchanceté presque à un endroit. Enfin, tu vois. Oui, C'est que tu as conscience, c'est que tu es en contrôle de ta colère en fait. Il y a C'est un que- côté vengeance peut-être Oui. aussi. Faire payer. C'est Ouais. littéralement faire payer Exactement. parfois aussi. Et ça, je trouve pas ça. Une colère, c'est quelqu'un qui explose, c'est une impulsion en fait. C'est presque, ça se contrôle presque pas. Alors que quelqu'un qui est vraiment passif-agressif, c'est t'en as conscience, que t'es dans le contrôle de ta colère et tu l'envoies à l'autre comme une mauvaise énergie, tu le sais et t'attends que ça fasse mal, tu vois. Ça, je trouve ça compliqué ça. Sur les plateaux télé, on voit souvent des personnes qui viennent et qui assènent des trucs absolument immondes et absolument terribles et qui arrivent à faire décapsuler leurs interlocuteurs et leurs interlocutrices qui, en général, sont quand même dans leur bon droit, en fait, d'être hyper agacés. Et pourtant, c'est la personne qui est en colère qui souvent, du coup, va être moins prise au sérieux. On le voit, typiquement, je vais en citer un, Éric Zemmour, on sait que c'était sa spécialité de faire vriller les gens en disant des atrocités. Mais forcément, il disait des choses tellement atroces qu'en fait, rien des propos en face, lui, ne pouvait l'énerver. Donc pourquoi vous pensez qu'on prend moins au sérieux quelqu'un qui se met en colère ? Moi, je crois vraiment que la colère, c'est une émotion qui est sous-cotée. Dans le sens où on associe beaucoup trop colère avec violence ou violence. Et je pense s'il faut dissocier ces deux idées, que quelqu'un en colère n'est pas forcément quelqu'un de violent, et que la colère n'est pas une émotion, une fois de plus, négligeable, dans le sens où quelqu'un qui se mettrait en colère n'a pas à être décrédibilisé parce qu'il est en colère. Et je trouve que souvent, dans un débat, on se dit, à partir du moment où on se met en colère, on a l'impression qu'on a perdu, parce qu'en fait, on s'est laissé déborder par nos émotions. Mais si l'émotion était mise en valeur dès le départ et qu'on avait décidé qu'elle n'était pas décrédibilisante, j'ai réussi à le dire. Bah voilà, on est juste programmé à penser comme ça en fait, à penser que quelqu'un qui, en fait, c'est même pas que la colère, c'est tout type d'émotion. Quelqu'un qui se met à être ému, à avoir les larmes aux yeux, à se mettre en colère, ou à prendre un fou rire dans un débat, on va se dire bah voilà, ça y est, il a perdu, il est sorti c'est du vrai, débat. c'est bien vu, oui. Ouais. C'est juste Alors que c'est qu'en la seule non. émotion qui soit logique dans la continuité d'un débat, mais effectivement, toute autre émotion, quelqu'un qui pleurait, on trouverait ça Exactement, lunaire. tu verrais aussi, un débat peut-être. présidentiel avec un mec qui part en fou rire, tu dirais bah le gars il a rupté quoi, enfin ça y est, c'est mort, on l'a perdu quoi. Alors qu'en fait, bah moi je trouve qu'il y a une forme d'honnêteté et de sincérité dans ces émotions-là qui sont sous-cotées quoi. On devrait beaucoup plus accepter d'être sincère et accepter l'émotion de l'autre en se disant bah c'est pas parce qu'il ressent telle émotion que son propos est amoindri quoi. Donc tu préférais par exemple qu'on ait un président capable de s'émouvoir sur quelque chose? Je sais pas si ça me rassurait de ouf en même temps, mais parce qu'une fois de plus je suis programmée comme ça donc. Mais Genre quelqu'un qui est souvent en colère, Bigard par exemple, président. ouais, bah non, mais parce que Bigard, le problème, c'est qu'il est en colère avec des idées de merde. Donc, ça, c'est compliqué. Quand t'es en colère en disant de la merde, ça fait mal aux oreilles. Donc, non, après, faut que la colère soit utilisée à bon escient et qu'elle elle soit, tu vois, vecteur d'idées intelligentes, j'ai l'impression. Après, c'est que mon point de vue. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est dommage d'avoir l'impression que quelqu'un qui se mettrait en colère ou serait pris d'une émotion perdrait tu vois, le débat ou la conversation, quoi. Je trouve ça... Océane, je te pose la question parce que je sais qu'en Belgique, c'est beaucoup moins fréquent qu'en France. Est-ce qu'en Suisse, il y a aussi cette culture de médias, notamment télévisés, où les gens se hurlent dessus à heure de grande écoute? Non. Ouais, c'est pas comme en France. Hein. Non. C'est très français. Pas quand que je sache en tout cas. même. Ouais. Mais C'est non. américain aussi. Hein. Oui, mais on l'a. Oui. Non, c'est des J'adore, débats mais en fait, très c'est une espèce de construits. truc de grande audience, quoi. C'est Puis comment... vraiment, il faut éructer, quoi. C'est Ouais, c'est terrible. bah oui, mais c'est de l'infotainment. Ouais, Mm. exactement. C'est vraiment faire du débat et je crois que ça vient aussi stimuler des instincts primaires qui sont les mêmes que quand tu regardes un match. Mm. Moi, je sais qu'il y avait beaucoup d'émissions avant que je faisais en tant qu'activiste féministe où en fait, maintenant, j'y vais plus parce que j'ai conscience que les gens qui sont d'accord avec moi, même si je dis de la merde, ils vont être là, slay. Parce qu'en fait, ce qu'ils veulent voir, c'est leur... Partie gagnée, quoi. Ouais, c'est genre leur équipe Mm. en train de se défendre. Et de la même façon que, j'en sais rien, par exemple, quand Mbappé il fait de l'anti-jeu, on est là, tant pis, on s'en fout, on a gagné, la France, les plus forts, nanana. Alors qu'en fait,
c'est pas du beau jeu. Et de la même façon, moi, je savais que si je sortais des arguments de merde ou si j'allais parler de sujets que je maîtrise pas assez bien, chose que les gens adorent aller faire à la télé, en fait, on allait quand même me soutenir et que du coup, ça tenait plus du match entre les équipes favorites des téléspectateurs que... j'ai pensé à... C'est horrible, j'ai pensé à Bigard et du coup, j'ai revu son interview, il fait ça et j'ai fait des guillemets avec mes mains. C'est dingue. Jean-Marie, si tu nous écoutes, je suis très influencée par ton travail. Est-ce que tu prends, toi, moins au sérieux les gens qui se mettent en colère même dans un conflit interpersonnel, même dans un conflit interpersonnel d'ailleurs? Non, parce qu'en vrai, c'est un cri de l'intérieur, donc c'est forcément à écouter. Et donc nous terminons cette conversation sur la colère. Et je voulais vous demander comment vous viviez les moments où vous sentez que vous avez le droit d'être en colère, mais qu'on ne vous laissera pas l'exprimer ou qu'en tout cas, ça va juste empirer les choses. L'exemple du travail, parfois c'est complètement injuste, mais en fait, si tu parles, tu vas juste te faire virer. Ou en famille, l'exemple du repas de famille où il y a des dingueries qui sont dites. Mais en fait, c'est Noël. C'est très dur. Et c'est tonton Jackie, et tu peux pas lui dire quelque chose parce qu'en fait, sinon, ça va juste être le bazar. Comment on fait dans ces cas-là? Je pense que c'est très dur, mais il faut avoir conscience qu'il y a des endroits et des personnes avec qui c'est mort. Tu vois, typiquement le dîner de famille avec des gens qui disent des dingueries, c'est peine perdue, quoi. C'est-à-dire que c'est forcément une engueulade au bout du compte. Donc voilà, dans le travail, c'est différent parce que je pense qu'il y a des endroits où tu es en colère, où tu as besoin d'exprimer ce qui va pas et c'est contre-productif de pas le faire parce que c'est quand même ton lieu de travail. Enfin, ta famille, tu peux le gérer dans le sens où tu n'es pas quotidiennement forcément avec eux. Le travail, c'est quand même un endroit dans lequel tu t'épanouis. Donc je pense qu'au travail, il y a deux stratégies. La stratégie de patienter et d'essayer une fois de plus, de ravaler sa colère pour la sortir et l'exprimer d'une manière construite. Je pense que c'est bénéfique dans le travail. En famille, moi, c'est très dur. Moi, il y a des moments vraiment où j'ai vraiment envie de rentrer dans des débats et je me dis, mais en fait, je vois le truc et je me dis, ne te fais pas piéger, n'y va pas, n'y va jamais. Genre. Et c'est vraiment en grandissant à des moments, je me dis, ok, là, je suis fière de moi, je suis pas rentrée dans le truc, j'ai bouché mes oreilles et je suis rentrée j'ai ignoré la conversation. Et parfois, je le dis même. Je dis, voilà, en fait, vous savez très bien que là, je vais rentrer dans ce débat et qu'on va s'engueuler, en fait. Donc, je veux pas rentrer dans ce débat, venez, on passe à autre chose. Mais tout ne mérite pas toujours notre colère. Non, franchement. Exactement. Ouais. Ouais, toi, tu penses qu'il faut économiser sa colère et la garder pour... tout comme on peut économiser son affection et compagnie, mais... Du coup, ça salive, ouais. Je crois qu'il faut... des fois, faut rien dire, faut laisser. Mais c'est dur. Faut laisser couler. C'est dur, mais ça s'apprend, je crois. Je sais pas. Ouais, toi, tu fais comment quand vraiment c'est injuste? Mais en fait, ouais, mais je crois qu'en fait, on l'apprend dès l'école quand les profs font des trucs injustes et qu'en fait, on sait qu'on peut rien dire. Et après, j'ai une facilité à, genre, quand quelqu'un parle et que ça m'intéresse pas, à pas du tout écouter. Et à être genre... Tu fais comment, du coup, quand tu te fais tunnel? Hein? Quand tu te fais tunnel? C'est le nom de l'émission, mais c'est aussi une expression tunnel. Hein. Souvent, il y a quelqu'un qui va me sauver du tunnel. Ouais. Ouais. Tu peux réexpliquer pour les auditeurs ce que c'est un tunnel? Le nom de ton émission, du coup. Un tunnel, c'est quoi? On en a parlé en off, du coup. Un tunnel, c'est quand quelqu'un t'accapare pendant très longtemps. En et soirée, tu sais notamment. et tu sais pas comment en sortir, genre. Et souvent, ouais, voilà, moi, j'ai des copilotes qui peuvent venir et qui voient le tunnel, tu vois. Il y a des radars. C'est marrant, moi, je dis se faire tunneliser. J'allais dire, ma mère dit ça aussi, mais c'est pas... Ouais. Écoute, fait tunneliser. Et on les grands tunnels, on les dit les maîtres tunneliers. Exactement, moi aussi. Les grands maîtres tunneliers, enfin ceux qui tunnelisent toujours, quoi. Oui. Est-ce que tes invités t'ont déjà mis des tunnels? Mais non, mais c'est le but de l'émission. C'est ça, en fait. Moi, le but de l'émission, c'est que je me fasse tunnel, bien sûr. Ouais, mais un tunnel, généralement, c'est pas intéressant. Non, mais tout le monde a toujours été intéressant. On dit des choses pas intéressantes. Non, en fait, le truc, c'est que dans tous les cas, là, je vous fais un peu les coulisses de l'émission. Mais en fait, si quelqu'un commence à partir trop dans un monologue sur un truc qui n'a pas forcément de rapport, moi, comme j'ai ma petite grille de questions qui sont prévues, à laquelle je m'attache pas si la discussion est fluide comme là, mais je peux revenir en mode hop là. Genre, il est 20h sur Move. Non, même tu balances une musique. Oui, tu dis, ouais, ok, non. Non, ça arrive que les gens disent vraiment des dingueries, et du coup, je balançais vite une musique pour qu'on puisse plus ou moins, tu vois, accorder. Mais ouais, en intro, je parlais du coup, cette colère qu'ont eu certains hommes, que je dise que certains hommes, à nouveau, doivent arrêter de faire pipi dans la rue, parce que c'est des mecs qui font pipi dans la rue, parce que les femmes, on peut pas, même, c'est compliqué, il faut s'accroupir et tout, enfin, c'est chaud. Et en fait, je trouve que même quand on a une vie
plus facile, en tout cas sur la question des violences sexistes, on est quand même en colère. Parce que vraiment, là, tous les gars qui sont venus sur ma page Instagram me dire « T'as pas le droit d'interdire aux hommes de faire pipi dans la rue », ces personnes-là sont abonnées, donc voient les posts que je fais quand il y a des féminicides, ils voient les posts que je fais sur les violences qui touchent les femmes ou même qui touchent les enfants et tout. Ils s'indignent pas à ces moments-là. Là où ils choisissent de placer leur indignation, c'est sur le culot que j'ai de dire aux hommes de ne pas faire pipi sur le mur du métro. C'est quand même fou. Est-ce que tu crois que, du coup, de voir où les gens placent leur indignation. Ces abonnés-là, tu crois que c'est vraiment des mecs féministes ou c'est des mecs qui des te hate suivent followers pour te faire chier pour... Oui, mais même au-delà de ça, ils sont pas féministes. Ok, d'accord, ils ont pas compris la définition de féminisme. C'est une chose. Mais tu te sens con quand même. Imagine, t'es en couple et tu te rends compte que ton mec va commenter des mèmes de personnes qu'il connaît pas pour défendre le droit de faire pipi dans la rue. C'est terrible. Enfin, c'est fou quand Qui même. sont ces gens Oui, tu vois. C'est ça, on se demande. Ouais. Mais je me dis qu'ils n'existent pas en fait. C'est pour ça que je suis hyper zen par rapport aux haters sur les Il y a réseaux. des boats. Mais même, ça, je me dis, ils n'existent pas. Genre, c'est des. Mais c'est des mecs qui se font chier parce que déjà, le concept d'aller prendre le temps de faire ça, c'est quand même que t'as quand même pas grand chose à faire de ta journée, quoi. Et c'est ça. Et on en revient à un débat, un truc que tu as un peu lancé tout à l'heure. Mais là où ces hommes-là se trouvent tout à fait légitimes d'être très énervés pour ça, les femmes, quand elles sont en colère, parfois sur des choses très précises, notamment les femmes racisées d'ailleurs, qui subissent vraiment un double stigmate à ce titre, mais on va dire directement qu'elles sont hystériques, que ce qu'elles disent c'est complètement hors de raison, etc. Parce que c'est pas forcément des réalités empiriques que vont subir les gens qui ont le pouvoir. Tu en as cité quelques-uns tout à l'heure. Les gens qui ont le pouvoir en général, c'est plutôt un profil de mec riche, machin. Les femmes, elles se sentent moins légitimes à être en colère souvent, tout comme les hommes se sentent moins légitimes d'ailleurs à être tristes, parce que c'est des stéréotypes genrés. Et c'est pour ça, en fait, justement, les luttes contre les stéréotypes, en fait, ça va dans le sens des hommes aussi, parce qu'en fait, c'est pour pouvoir leur permettre d'avoir des émotions, par exemple. C'est juste qu'on puisse dire que chaque émotion fait partie de chaque être humain, et que non, les hommes ne sont pas des boules de colère, et les femmes ne sont pas des boules de larmes qui se répandent à tout prix. Et tu parlais, toi d'ailleurs, là je fais un peu des ponts entre tout ce qu'on a pu dire dans la conversation, mais Océane, toi tout à l'heure, tu parlais aussi du fait de s'engager ou pas. Quand on est une femme artiste, une femme qui prend de la place, il y a déjà quand même un acte au final qui est fait, un acte militant, parce que parfois on milite pas parce qu'on dit, mais parce qu'on est aussi. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important. Et c'est pour ça aussi que je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure sur la colère, notamment la colère de ces femmes actrices. Le fait qu'elles choisissent actuellement de prendre la parole, mais surtout de s'unir et de dire maintenant on fera front et on sera là. C'est quelque chose d'assez fort. Ouais. Au final. Ouais, c'est fou. Ça fait du bien. Ça fait du bien parce que c'est oui, c'est ça. Il y a une force dans ce mouvement qui fait du bien. Je sais pas les mots, mais qui fait du bien. Est-ce que vous avez de l'espoir, vous, sur la possibilité pour ces colères collectives qui s'expriment actuellement dans différents domaines? On peut penser aussi aux agriculteurs qui se sont soulevés, etc. Et ce sont aussi des thématiques qui sont capitales. Est-ce que vous pensez que ces colères collectives, ça peut faire plus que des coups d'épée dans l'eau et que des annonces vite fait du gouvernement ou des industries? Ça peut faire des profonds changements. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la colère, ça peut être aussi un vecteur de changement. Donc je pense que oui, c'est important et puis il faut qu'il continue, quoi. Et vous pensez que vraiment, il y a des moments où on est réellement écouté dans les colères Quand il y a une conscience collective, qu'il y a vraiment un mouvement social, je pense que ça peut être bien entendu. Après, il faut aller plus loin. Il faut construire après la colère. Bien sûr. Exactement. Mais je pense que c'est important de réavoir une conscience collective autour de ces sujets et d'unir les forces, quoi. Mais c'est ça qui est compliqué aussi historiquement dans les luttes sociales. On peut le voir de façon très palpable. Vous l'avez sûrement vu déjà sur les réseaux sociaux. On prenait l'exemple de BLM. BLM, tout le monde poste un carré noir pendant un mois, puis après, en fait, les gens passent à autre chose alors que les mobilisations continuent. En fait, la colère et l'indignation vont créer des élans où on a vraiment envie d'aller s'engager, d'aller prendre la rue, etc. Et une fois que cette colère est un peu retombée, on s'engage moins parce que tout simplement la vie reprend ses droits, un peu de la même façon d'ailleurs de ce que tu disais sur même les stories, quoi. La vie continue. Et tout de suite, comme je l'ai très très mal annoncé, nous allons voir un petit live d'Océane. Océane, qu'est-ce que tu vas nous chanter ce soir? Alors je vais chanter Lucky
qui est le premier titre, le premier single de mon projet qui sortira le 15 mars, qui s'appelle Nishati. Et je trouve que c'est un titre qui se prête bien au sujet, à la conversation qu'on a eue pendant Tout à fait. ces 2 dernières heures, où j'avais exprimé justement cette vengeance, et je l'ai assez bien décrite, je pense, dans ce son-là. Et c'était aussi une manière pour moi de passer à autre chose. Voilà. Ouais, c'est ça, tu laisses ça derrière toi. En plus, t'en fais de l'art, donc c'est d'autant plus satisfaisant. Exact. Eh bien, écoute, on t'écoute tout de suite sur Move. C'est Océane. J'hallucine, quel culot, monsieur, pas mal. Je suis à 2 doigts du carnage. Non, je suis pas d'humeur. Il va assumer. Tu vas faire quoi? J'ai la liste de tes dépenses, du téléphone, du compte commun, des restaurants où t'amènes toutes ces folles. Tu me fais passer pour une tarée, pas de soucis. Vengeance est un plat qui se mange froid, j'aime les sushis. J'ai mis d'autres javel sur tes vêtements, haute couture, oui quelle couture. Des coups de ciseaux sur tes chaussures. J'espère vraiment qu'elles étaient bonnes, parce que chez moi tu ne créeras plus jamais de stress. Avant ça j'étais pisse. Tu peux appeler les flics ou c'est moi qui ai rayé ta voiture et qui ai cassé ton pas. Et t'es lucky. Lucky, je n'ai rien raconté à ta mère. Oh lucky. J'aurais pu serrer ton meilleur pote vu comme il me regarde. T'es lucky. J'ai pas débarqué à ton taf, mais c'est mal me connaître. Si tu penses que je vais pas parler tes problèmes d'érection à tes collègues, tu te trompes. Maintenant regarde-moi dans les yeux, dis-moi que je suis folle. Maintenant regarde-moi dans les yeux, dis-moi que je suis folle, que je suis crazy. Oh, maintenant regarde-moi dans les yeux, dis-moi que je suis folle. Maintenant regarde-moi dans les yeux, dis-moi que je suis folle, que je suis crazy. Tu ferais rougir le diable. Je joue aux échecs, tu joues aux dames. Je peux t'aider à faire des valises, mais garde tes sourires pour une autre. Oh, t'es lucky. Moi j'étais là quand tu pouvais pas remplir le frigidaire. Oh lucky. J'aurais pu crier que t'étais broke à la terre entière. Oh lucky. J'ai laissé froisser mon ego, mais c'est mal me connaître. Si tu penses que je vais pas laisser tes milliers de je t'aime dans les toilettes, tu te trompes. Maintenant regarde-moi dans les yeux, dis-moi que je suis folle. Maintenant regarde-moi dans les yeux, dis-moi que je suis folle, que je suis crazy. Oh, maintenant regarde-moi dans les yeux, dis-moi que je suis folle. Maintenant regarde-moi dans les yeux, dis-moi que je suis folle, que je suis crazy. Oh, maman, regarde-moi dans les yeux, dis-moi que je suis folle, que je suis crazy. Oh, maman, regarde-moi dans les yeux, dis-moi que je suis folle, que je suis crazy. Oh, crazy. Oh, crazy. Et ça va être l'heure des au revoir parce que nous avons dépassé les 21h. Il est même 21h02 sur Move. Et écoutez, je vais déjà vous remercier d'être venu nous parler de ce sujet qui n'est pas toujours agréable. Mais pourtant, je crois qu'on s'en est bien sorti, qu'on a quand même passé un bon moment. Tout à fait. Ouais, trop bien. Merci Est-ce à que toi. 2 heures, c'était si long que ça? Non, ça va. Ça allait? Bon, Ouais. cool. Un vrai tunnel. Mais écoute, on va commencer par toi, Sean. Est-ce que tu as un petit mot de la fin et des actualités, un endroit où te suivre? Réveillez-vous, hein, voilà. C'est un peu la finalité de cette discussion. À fond. Mm. Et au niveau des projets, Au niveau des projets, bah écoute... c'est pas encore officiellement... Non, bah là, j'ai fait quand même
un move assez gros. Je vous ai donné une exclusivité. Mhm. C'est la première fois que les gens vont entendre les Une crocodiles. très jolie chanson en plus, Voilà. hyper émouvante. Donc, ouais, je finirai sur les crocodiles. Et où est-ce qu'on peut te suivre du coup? Sur tous les réseaux sociaux. Même si je poste pas beaucoup, je poste l'essentiel. Et ton arrobase sur les réseaux sociaux, c'est Sean the Dog. Sean the Dog Yes. sur Instagram. Instagram, Ouais, tout. Twitter. Ah, t'es sur Twitter encore? Twitter, un bon vecteur de colère aussi. De ouf. C'est compliqué, mais il faut n'oubliez jamais de mettre la fonctionnalité où les gens qui ne vous suivent pas ne peuvent pas. Vous voyez juste pas ce qu'ils font, comme ça au moins ils peuvent parler de vous. Dans le déni chien à tranquille. bois, la caravane passe. Merci beaucoup Sean pour ta venue Merci à toi. et merci pour le live. Je me tourne vers Océane. Océane, toi un petit mot de la fin, des actus. Je reprécise encore une fois, j'ai mon album Nishati, mon tout premier album qui sortira le 15 mars. C'est une très grosse fierté, j'ai bossé avec de très belles personnes et c'est une opportunité de venir écouter mon histoire que j'ai très bien racontée, je trouve. Donc voilà. Mais merci beaucoup Océane, où est-ce qu'on peut te suivre? Alors sur tous les réseaux sociaux, ça va être Océane avec un V à la place du A, donc Océane officiel, Océane officiel, voilà. Océane. C'est vu. Eh bien, merci beaucoup pour ta venue au Sèvres. Merci Et à je toi. me tourne vers Enya. Un petit mot de la fin, des actus, même si on en a parlé. Et où te suivre? Non, merci de nous avoir reçus dans ton émission, Avec Anna. plaisir. Voilà, et puis si vous avez envie de regarder des sketchs marrants sur des sujets un peu tabous, c'est Fleur Bleue et c'est sur la chaîne de Studio Bagel sur YouTube et sur Instagram et sur ma canal. Et Si on veut voir ton body count voilà, augmenter de semaine en exactement. semaine. Le body count de Fleur, est-ce que c'est le mien? Je ne sais pas. Est-ce que Fleur est moi-même? Je ne sais pas. Mais et voilà, et sur les réseaux, j'ai aucun nom de scène, je suis vraiment trop triste. Mon nom c'est Enya Barou, c'est vraiment hyper... C'est déjà bien. Peut-être que je pense à me faire un petit nom, une petite street name. Tu t'appellerais comment? Enya the Dog. Non, je déconne. Il y a la meute autour de moi, en fait. Enya the Wolf. Enya Body Count. Ça pourrait être pas mal. Ah, ce serait pas mal. Ouais. Mais là... En fait, si tu aurais tellement tous les masculins d'Internet à ton dos que tu Bien aurais sûr. de très belles stats Exact. et tu serais boosté par l'algorithme, On va mais peut-être faire jamais ça. shadowban. Ouais. Merci beaucoup pour ta Merci à présence toi. aussi, Enya. Je vous remercie tous les trois. Et puis, pour toutes les personnes qui nous écoutent, on se retrouve la semaine prochaine, même heure.